J'ai le papier, on dit ouais, on a levé 40 millions, on déchire et tout. Je me suis jeté sur les gars comme dans un concert de rock. Une semaine avant, cet investisseur m'appelle et me dit mais en fait c'est la merde, on n'est pas là quoi, et on va pas mettre les 40 millions quoi. Quand tu lèves de l'argent comme ça, c'est que t'as plus d'argent, donc il me reste 2 mois, tu vois, même pas, peut-être 1 mois. Et le lendemain matin, pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré à cause du business quoi. C'est con d'être CEO de Saxo Bank, tu t'endors, bientôt tu n'auras plus l'envie et le courage de remonter une boîte. Quitte Saxo, va à fond dans cette boîte à côté. Et il me le disait tout le temps. Et puis un jour il m'appelle, il me dit écoute Manon, j'ai un nouveau copain, c'est Xavier Niel, et Xavier investira le montant que tu veux, sur la valo que tu veux, pour te motiver. C'est pas mal comme moteur. Il faut travailler comme un fou en fait, c'est le truc principal. C'est pas un lifestyle entrepreneur. Entre 23 et 30 ans, c'est là où tu fais tout en fait. Et si à ce moment-là t'es pas prêt à tout donner, bah en fait laisse tomber, t'auras pas fait l'effort qu'il faut faire à ce moment-là de sa vie. En étant hyper spécialisé, en recommençant perpétuellement de faire la même chose, on devient excellent en fait. En excellent, on est meilleur que les autres. Si on est meilleur que les autres, on a le meilleur produit, on a la meilleure offre, et donc on a une boîte qui fonctionne. On peut être le numéro 1 en Europe, genre dans les 2 ans, et on peut être le numéro 1 dans le monde dans les 6-7 ans. Et c'est ça qui m'excite. Pour démarrer du coup, déjà ce que je disais en off, c'est que je suis client d'Iban First, donc c'est d'autant plus fun pour moi de faire l'interview et j'adore votre interface et le nouveau branding, donc on pourra en parler. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Iban First, du coup, comment tu l'as créé, qu'est-ce que c'est ? Alors écoute, Iban First, c'est un prestataire de services de paiement. Donc en fait, on offre un service pour les entreprises qui ont besoin de payer ou de recevoir, de payer en devises autres que l'euro ou de recevoir des devises autres que l'euro dans le monde entier. Donc si jamais tu dois, peut-être comme toi, recevoir de temps en temps des flux en dollars ou payer quelqu'un à l'autre bout de la planète, si tu nous utilises, ça sera moins cher, plus transparent, plus rapide, avec une meilleure interface qu'une banque traditionnelle. Comment, ça je trouve ça toujours passionnant, comment tu as trouvé cette idée-là en fait ? C'est assez long à expliquer, on va dire, mais je pense que c'est un long processus en fait de créer une boîte et surtout dans mon cas, j'ai toujours réitéré la même chose. Ça veut dire, premier job, je faisais du trading sur les devises et j'ai fait ça de 24 à 27 ans. Et après, j'ai créé une première société qui était déjà dans le monde des devises, mais qui faisait du trading pour les devises pour les particuliers, du courtage pour les devises pour les particuliers. Et puis ensuite, Iban First qui fait donc du paiement à l'international pour les entreprises. Mais c'est toujours dans la même idée, j'ai toujours amélioré cette idée perpétuellement en fait depuis que j'ai 23-24 ans. Je fais toujours la même chose en fait. Donc c'est la continuité. Donc c'est pas une idée qui m'est venue un jour. Ouais, je comprends. Et puis aussi c'est venu aussi d'une frustration réelle. Pour moi, c'est en étant entrepreneur, en aimant créer plein de petites boîtes tout le temps. J'ai plein de petites structures. Je fais de l'immobilier, je fais des choses, je fais des investissements, etc. Et donc j'utilise des banques traditionnelles pour le faire. Et c'est fatigant, il n'y a pas d'API. Voilà, il n'y a rien qui fonctionne bien, à mon goût, hein. Ça va pas assez vite, les interfaces sont pas bonnes. J'envoie des emails, j'ai des auto-replies en me disant que les gars sont en formation, ou ils sont en vacances, ou etc. Donc c'est une grosse frustration en fait. Et je me suis dit c'est possible de faire mieux en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé Iban First. C'était vraiment pour faire quelque chose de mieux que les banques. Et d'ailleurs, on cartonne et ça marche hyper bien. Juste parce qu'on fait des choses mieux que les banques en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une secret sauce, quelque chose d'incroyable derrière la machine Iban First. C'est vraiment qu'on fait les choses proprement. Un marché existant sur lequel tu as amélioré la manière de gérer le problème. Ouais, exactement. C'est un marché existant qui est énorme en fait. Parce que le marché des boîtes qui font du paiement à l'international, en fait, c'est un très très gros marché. En France, on estime c'est à peu près 150 000 entreprises. Et nous, on s'adresse au marché à l'Europe. On est dans 10 pays en Europe. Et l'Europe, c'est quasiment 3 millions de sociétés qu'on pourrait avoir comme clients. Donc, c'est un grand marché. Ouais. C'est quoi ta vision ? Parce que là, c'est intéressant, vu qu'à chaque fois, tu es resté dans le même écosystème, ça me fait penser à 2 idées parallèles. Une qui est de Warren Buffett qui dit, je vais la paraphraser, mais c'est en gros d'investir que dans des choses que tu connais. Et je pense à une autre personne qui m'inspire beaucoup, je ne sais pas si tu connais Naval Ravikant, qui parle de specialized knowledge, et donc cette idée de se focaliser sur à la fois tes zones d'intérêt et les endroits sur lesquels tu as développé une expertise. Tu penses que qu'il faut pas, entre guillemets, développer une boîte dans des industries que tu connais pas ? C'est quoi ta vision par rapport à ça ?
Ouais, non, c'est une bonne question. Moi, non, ma vision, c'est un peu ce que tu as dit là. C'est justement, c'est en étant hyper spécialisé et en recommençant perpétuellement de faire la même chose, on devient excellent en fait. En excellent, on est meilleur que les autres. Si on est meilleur que les autres, on a le meilleur produit, on a la meilleure offre et donc on a une boîte qui fonctionne. Donc ouais, mon idée, c'est vraiment refaire le même truc sans cesse. D'ailleurs, là, je suis allé voir des clients il n'y a pas longtemps. On a des clients en Hollande, on a pas mal de business en Hollande. Et on a un client qui est le numéro 1 mondial des mannequins. Donc des mannequins qu'on met dans les boutiques. Et j'étais avec un de mes vendeurs et il me dit on va aller voir ce client, c'est un bon client. Voilà. Je dis bon, bah, c'est cool, moi j'aime bien voir les clients. Mais je dis bon, un mec qui fait des mannequins, quoi. Bon, why not, mais bon. Et en fait, c'était complètement fou, quoi. Parce qu'en fait, il y a faire des mannequins et être le meilleur au monde pour faire des mannequins. Ça veut dire que c'est le mec qui fait des mannequins pour Nike avec tous les muscles dessinés parfaitement du mannequin. Il fait des mannequins qui font du yoga, ils font des mannequins qui sont pas bien foutus, quoi. Qui ressemblent plus à des personnes normales, quoi. Ouais. Y a tout qui est possible. Il fait ça avec des imprimantes 3D qu'il a fabriqué lui-même, qui sont incroyables. Donc t'as vu le fondateur, t'as vu le CEO ? J'ai vu le CFO. CFO, ok. Ouais. Mais qui nous a fait un tour du truc. Ouais. Et en fait, bah, c'est ça aussi. C'est que les mecs, en fait, pour être bon et être numéro 1 mondial des mannequins, il faut faire ça depuis longtemps et être à fond sur le sujet. On ne peut pas le faire à moitié. Même un sujet qui semble un peu trivial comme faire des mannequins pour des boutiques. Et dans ton cas, tu dirais que ça a aidé plus dans le côté j'ai le réseau, du coup, j'essaie de me projeter. C'est à quel endroit le fait d'avoir justement pu itérer pendant des années sur ce sujet-là, ça a fait une vraie différence ? À plein d'endroits. En fait, à toutes les étapes. Donc, déjà, par exemple, nous, c'est du paiement avec du change. Donc, bien connaître le change, c'est un sujet énorme, en fait, les devises en général. Donc, c'est un sujet déjà très profond. On peut passer une vie à explorer. Et par exemple, si on veut prédire le cours des devises, on peut passer une vie à essayer de le faire sans que ça marche. Mais au moins, ça peut être marrant à faire. Mais sinon, en effet, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, c'est le point de vue technique. Il y a aussi, comme tu dis, le réseau, c'est construire quelque chose. Il y a mon premier stagiaire dans la première boîte qui s'appelait Cambiste avant de la vendre à Saxo Bank. C'était quelqu'un qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard. Incroyable. Et qui est un pote que j'adore. Il est vraiment génial. Bon, Jean, c'est un super copain aussi. Et en fait, Jean, c'était mon premier stagiaire. J'essaie de me situer, du coup, il était avant d'être à The Family ? Oui, c'était largement avant. Il était étudiant. Okay. Donc, il était stagiaire, il était étudiant. Et après, il a travaillé un peu avec un gars qui faisait des levées de fonds. Et après, il a monté sa propre structure de levée de fonds. Okay. Et sa propre structure de levée de fonds, je l'ai incubé dans mes bureaux. Donc, il travaillait avec nous dans mes bureaux qui étaient rue du Général Foy. Donc, voilà. Pas loin d'ici, quoi. Et donc, mes premiers bureaux. Donc, tu vois, Jean, on était ensemble. Et par exemple, quand j'ai créé ma deuxième boîte, je l'ai créée en parallèle de Saxo Bank et je continue à travailler chez Saxo. Saxo m'avait laissé créer cette boîte en parallèle, mais j'étais juste investisseur. Et Jean me disait tous les jours, il me disait, en fait, t'es con, mais c'est con d'être CEO de Saxo Bank, tu t'endors, bientôt tu n'auras plus l'envie et le courage de remonter une boîte, quitte Saxo, va à fond dans cette boîte à côté. Et il me le disait tout le temps. Et il me le disait tout le temps à l'époque de The Family. Bon, voilà. Et puis un jour, il me rappelle, il me dit, écoute, maintenant, j'ai un nouveau copain, c'est Xavier Niel. Je vais te motiver pour que tu partes de Saxo Bank. Je vais te faire rencontrer Xavier. Et Xavier investira le montant que tu veux, sur la valo que tu veux, pour te motiver. Ça va, c'est pas mal comme moteur. C'est pas mal comme moteur. Mais il fallait quand même que je rencontre Xavier, que Xavier soit non, mais valide. C'est clair, c'est double tranchant. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est incroyable, mais c'est une vraie tension. T'étais stressé à l'idée de lui présenter ça ? Bien sûr, ouais. Ouais, j'étais stressé de rencontrer Xavier Niel. Tu prépares comment un projet comme ça ? Je me souviens même plus trop. Je préparais mon pitch comme j'ai toujours préparé pour lever des fonds, quoi. Donc, le même pitch qu'avec n'importe qui d'autre. J'étais assez surpris de ses réponses et comment il répondait à mon pitch, d'ailleurs. C'est-à-dire ? Je sais pas, je me souviens qu'il a beaucoup parlé justement à l'époque. Hein. Maintenant, c'est différent, on a une relation différente, mais genre à l'époque, il ne me connaissait pas, donc il faisait vraiment référence à la période trading sur les devises que je faisais avec Saxo Bank et pas au business futur d'Iban First. Il s'intéressait à ton parcours, c'est dans ce sens-là ? Ouais,
Ouais, en fait, il s'intéressait à ça parce que le trading sur les devises, ça peut être quelque chose qui est pas très bien vu. C'est pas un vrai truc d'entrepreneur, en fait. C'est un truc de trading, quoi. Et quand tu fais du trading, tu construis pas quelque chose qui va scaler. Souvent, le trader, il est tout seul devant ses écrans et il va spiler, il va gagner, il va perdre. Mais c'est pas la même démarche qu'une démarche d'entrepreneur où tu as besoin d'embaucher des gens, tu as besoin d'avoir des gens qui te suivent, travailler avec du monde et construire quelque chose. Et tu penses qu'il voulait vérifier quoi en fait? Sincèrement, je pense qu'il voulait qu'on se parle, mais il a entièrement fait confiance à Jean. Wow. En fait, il venait de faire Captain Train avec Jean et Zenly aussi. Okay. Et Jean lui a dit il faut y aller, ça va être le même histoire que Captain Train et Zenly. Et donc en fait, il voulait y aller, il voulait suivre, donc il a pas posé plus de questions que ça. Donc voilà. Mais en tous les cas, il m'a dit oui. Il faut bien choisir son stagiaire, en fait, c'est ça la conclusion. Bah écoute, non, mais en fait, il faut bien rester copain avec tous les gens avec qui tu bosses en général, parce que c'est cool de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. Il était comment, juste par curiosité, le Jean de ce moment-là? Il était super top. Et franchement, il était incroyable parce que, tu vois, c'était en 2006. Donc, en fait, Internet, par exemple, on commençait à faire du content, mais tu vois, du content écrit, quoi. Mais on essayait d'être bien référencé en SEO, ce qui était relativement, même hyper facile à l'époque. C'était super cool. Et Jean, il écrivait plein de trucs. Donc, il faisait les choses, quoi. En fait, Jean, c'est un doueur, quoi. Donc, il faisait les trucs. Donc, tu vois, les stagiaires, ils comprenaient pas. Et lui, il y allait sans se poser de questions. Il écrivait plein de trucs dans tous les sens. Ça marchait super bien. Et c'était un bon stagiaire. J'étais triste qu'il ne veuille pas continuer après. Qu'il voulait, je crois qu'il devait encore faire 1 an d'études. Et après, il a fait son truc de levée de fonds, quoi. Énorme. Et question que je me pose qui peut paraître, j'en sais rien, peut-être stupide, mais à ce moment-là, Revolut, Wise, ils existent déjà? Non, Wise, oui, existe déjà. D'ailleurs, Xavier Niel avait investi dans Wise et a fait une super bonne affaire parce que, tu vois, chez nous, il a mis 5 millions d'euros et il va faire un super retour sur investissement. Mais dans Wise, il avait mis 150 000 euros parce que c'était avec Kima Venture, donc c'est des petits tickets. Et je dis pas de bêtises, mais il est sorti au moment de l'IPO de Wise et je crois qu'il a fait 25 millions d'euros, tu vois, de 150 000 à 25 millions. C'est beau. Ouais, c'est beau, ouais. Donc, je pense qu'il pourrait faire plus avec nous que 25 millions, mais il aura mis 5 millions au départ, tu vois. Donc, c'est pas exactement le même type de retour. Et donc, oui, Wise existait, mais Wise, c'est vraiment retail. Donc, c'est vraiment pour les particuliers. Ouais. Là, il commence maintenant, mais à aller vers le pro, mais... Ouais, il commence mais c'est vraiment du pro plus que du business, quoi. Ouais. Il y a plein de choses quand tu fais du business qui doivent être différentes. Des règles de multisignature, si tu veux que ce soit pas toi qui fasses tes paiements, mais que si tu as une assistante, un CFO qui doivent coder les paiements. Tu veux des règles aussi pour de hedging, si tu veux bloquer un paiement dans le futur, un cours de change dans le futur. Plein de trucs qui sont différents que pour une offre pure retail. Donc Wise n'a pas ça. Juste avant de démarrer, j'avais hâte de la poser. Tu me parlais d'une anecdote justement qui s'est passée. Elle est dans ma tête depuis tout à l'heure, donc je veux savoir c'est quoi cette histoire des 40 millions et puis au ski ou... Démarrons au début. Ouais. Ça se passe comment cette anecdote? Non, il y a plein d'anecdotes. Donc, la boîte a toujours très bien marché et elle s'est montée par levée de fonds successives. Donc, vraiment, maintenant, on a fait un LBO avec un fonds de private equity. On n'est plus exactement dans le same game qu'avant, où avant, c'était du VC. Et le principe du VC, c'est tu lèves beaucoup d'argent que tu dépenses pour créer quelque chose, et une fois que tu l'as créé, tu relèves de l'argent pour créer la suite, quoi. Donc, ça va par étapes. Donc, quand tu lèves de l'argent, t'en as plus. Mais si t'en as plus, c'est pas parce que tu vas pas bien. Donc, tu vois, c'est juste t'en as plus. Ouais. Donc janvier 2020, je lève de l'argent, ça se passe très bien. Je lève 40 millions d'euros. Je signe une term sheet. Pour toi, à l'époque, c'est dingue ou pas pour toi? Ouais, c'est dingue. Si, c'est la continuité, mais c'est pas. Si, c'est cool, quand même. On est très content. Et donc, 40 millions. Je fais un off-site au ski avec toute la boîte. Pour célébrer ça. Pour célébrer ça. Et je me souviens, j'ai la term sheet. C'est binding moralement, mais c'est tout, quoi, on va dire. Hein.
Et je me souviens, j'ai le papier et on se met sur la table, sur une table dans le restaurant au ski avec tout le monde. J'ai le papier et là je fais un truc que j'aime bien à l'époque, que je fais plus maintenant, mais je fais différemment, mais c'est que je file une Rolex au meilleur vendeur. Donc, et donc on était vraiment en pleine folie quoi. Et donc j'ai la Rolex pour le meilleur vendeur. J'ai le papier, on dit ouais on a levé 40 millions, on déchire et tout. C'est la fête et vraiment tout le monde était à fond et était là ouais comme ça, c'était fabuleux. J'ai même fait un truc, c'était cool, j'ai fait un saut, tu vois, je me suis jeté sur les gars comme dans un concert de rock, quoi. Donc c'était vraiment génial. C'était un souvenir exceptionnel. Et voilà. Mais ça, c'était fin janvier, c'était 30 janvier 2020. Donc en 2020, qu'est-ce qui s'est passé Covid. Et puis, on avance dans le truc de la levée de fonds en février. Et puis début mars, je sens les mecs qui sont un petit... On devait closer, donc finir l'opération et recevoir l'argent le 18 mars. Ouais, c'est 10 mars le Covid. Ouais, le confinement, ouais, c'est 12, je sais plus, ouais, 10 ou 12. Enfin bon, une semaine avant et 3 jours avant le confinement, quoi. Donc c'était le jeudi, le confinement c'était un lundi, c'était déclaré le dimanche soir. Et nous, c'est le jeudi, 3 jours avant, où cet investisseur m'appelle et me dit, mais en fait, non, il y a le Covid, c'est la merde, on n'est pas là, quoi. Et on va pas mettre les 40 millions, quoi. Et tu le vis comment, toi ? C'était horrible. C'était horrible parce que, du coup, je te dis, c'était super high juste avant. Bah ouais. Et là, quand tu lèves de l'argent comme ça, c'est que tu n'as plus d'argent non plus. Hein. Donc en fait... Il te reste combien de temps pour... Il me reste 2 mois, tu vois, même pas, peut-être 1 mois. En fait, vraiment, j'étais tendu, quoi. Donc là, c'est quoi ça ? C'est un appel téléphonique ? Ouais, un appel téléphonique, quoi. Là, ouais. Tu raccroches et tu te dis, j'ai 1 mois pour trouver 40 millions. Ou enfin, en tout cas, pour trouver le moyen de survivre. Ouais, pas besoin de 40 millions du coup, mais de l'argent, ouais. Et c'est quoi en fait, toi, parce qu'on a tous des manières différentes. Est-ce que tu passes plus par de la colère ? Est-ce que c'est plus de la peur, du stress ? C'est quoi ça se passe comment, toi, un truc comme ça ? C'était vachement de colère déjà. C'est sûr que j'ai insulté les gars, vraiment. C'est pas bien de faire ça, même s'ils le méritaient. Mais en fait, ça c'est peut-être un de mes défauts. Quand je suis pas content, les mecs comme ça m'a tué. Et non, et le lendemain matin, il se passait autre chose. C'est pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré à cause du business, quoi. Et je me suis dit, c'est fini, quoi. En fait, il faut que je vire les gens, ma famille, ma femme, mes enfants. Voilà, il faut que je leur dise c'est fini, ouais. C'est fini, quoi. On va devoir réfléchir à autre chose. Donc c'était vraiment horrible. Mais je suis passé vraiment tout au fond. T'es passé de... Ouais. Tu sautes comme une rockstar à là, t'es au fond du trou dans la perception, quoi. Ouais, exactement. Et ça a été hyper dur. Et à ce moment-là, comment tu te relèves, en fait, de ça ? Bah, en fait, je me relève. C'est déjà... J'ai passé tous les coups de téléphone entre le jeudi 18h. C'est à 18h qu'ils m'ont appelé. Je me souviens... Enfin, je me souviens de l'heure. Et j'ai commencé à appeler ce soir-là, plus le lendemain matin, tous les gens avec qui j'ai été en contact dans le passé, avec qui on pouvait peut-être faire une OP, quoi. Donc, genre, par exemple, Jean, tu l'appelles à ce moment-là ou... Ouais, j'appelle Jean, bien sûr. Ouais. Jean, il m'a vachement aidé à ce moment-là, mais énormément aidé. C'est-à-dire que Jean, il était extrêmement vénère parce que Jean il est actionnaire, donc Xavier est actionnaire chez nous, donc il voulait que ça se fasse. Ouais, il voulait que ça se fasse et il aimait pas du tout le comportement de cet investisseur parce que en gros c'est n'importe quoi, tu vois, genre. Donc en gros Jean il a appelé le ministre machin et tout, qui a appelé le fonds parce que tu sais, la plupart des fonds français sont financés par la BPI aussi, etc. Donc nous on avait aussi la BPI qui investissait en même temps, qui était co-investisseur du fonds. Donc la BPI disait mais pourquoi vous investissez pas, en fait nous on est là, tu vois. Donc il y avait tout un micmac. Le fonds, ces bâtards aussi, ils disent ah non mais en fait c'est plus compliqué que ça, en fait je sais pas, il y a un truc dans la due deal qui nous a pas plu et tout. Ok, bon, enfin n'importe quoi, tu vois, ils cherchaient une excuse parce que ils se sont fait un peu prendre la main dans le sac. Donc Jean nous aide, mais il peut pas nous aider plus que ça. En revanche, il y a quelqu'un à ce moment-là qui s'appelle Xavier Lazarus, qui gère un fonds qui s'appelle Elaya, que je rappelle, dont les gens que je rappelle, et lui direct il me dit attends, Covid, c'est rien. Moi, j'ai fait crise de 2001, de 2008, 2012. Il y en a plein. J'adore ta boîte. C'était mon rêve de participer au truc. Je suis là. Donc, t'inquiète pas, je suis là. Mais bon, entre le moment où il dit je suis là et le moment où il doit quand même faire des due deals et quand même... Ouais, là, tu sais pas si ça va aller au bout. Ouais, je sais pas si ça va aller au bout.
Donc je suis quand même très 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 stressé. Surtout qu'en plus, le climat ambiant médiatique du Covid à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a de plus en plus de cas, donc il peut changer d'avis. Ouais, exactement. Et donc il peut changer d'avis à tout moment. Et donc ce que je fais à partir de là, c'est que je fais une daily newsletter pour les gens de la boîte qui sont chez eux et pour mes investisseurs et pour lui. Donc tous les jours, au lieu de dire, les investisseurs, tu investis dans une boîte, ils disent tous les mois, ils te donnent des infos sur la boîte. Moi, c'était tous les jours. Donc en fait, tous les jours, il y avait les chiffres du jour, ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, une blague sur des gens qui sont au bureau confinés, tu vois, et un truc hyper structuré. Et tous les jours, pour montrer, tu vois, la résilience et qu'on va rien lâcher et qu'on est là. Parce que je me disais, en fait, si je fais la moindre erreur, s'il y a le moindre petit pépin, tu vois, pendant cette levée de fonds, en fait, il va partir parce que c'est très chaud d'investir pendant le Covid. Donc, en fait, il faut que ça soit tout nickel. Ça, c'est magnifique. Franchement, c'est une super anecdote. Là, tu parles aussi de mettre potentiellement des choses que vous avez fait dans la journée qui n'ont pas marché. Il n'y a pas un moment donné où tu te dis, ça, je sais pas si j'en parle, parce que des galères, il y en a plein dans la boîte, il y en a qui peuvent inquiéter aussi des gens. Comment tu choisis de quoi tu parles dans chaque newsletter ? Bah écoute, déjà, ce qui était cool, c'est que chaque newsletter, c'est vraiment moi qui la faisais, et avec mon directeur marketing aussi, mais je veux dire, c'était pas un truc bidon, quoi. Ouais. Donc, j'essaie d'être naturel au maximum, tu vois, pas bullshiter, quoi. Donc vraiment de raconter ce qui se passe et comment on le vit, quoi. Et plutôt des highlights. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu que des highlights, en fait, à partir de ce moment-là, parce que je flippais parce qu'on n'avait plus d'argent, mais ce qui est bien, c'est qu'on a mis une partie donc on a mis le pied sur le frein sur toute l'activité, sur les développeurs informatiques, sur les vendeurs, qu'on a tous mis en chômage partiel. Donc ça, heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'en fait, du coup, et en même temps, le business, il n'a pas baissé, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas bouger de chez nous, mais les marchandises, elles continuaient à circuler. On pouvait toujours recevoir des trucs, etc., etc. Donc, en fait, notre business, il a très peu ralenti. On a juste perdu tous les gens qui étaient liés au tourisme, où là, il n'y avait plus de business. Et nous, on a beaucoup de gens qui font du tourisme en faisant du paiement international. Mais c'était genre 20% de notre business. Le reste a continué à fonctionner. En plus, il y avait de la volatilité. Donc, en fait, du coup, on est devenu EBITDA positif. Donc, du coup, on a arrêté de cramer du blé. Donc, tu vois, je disais que j'avais plus que peut-être 2 mois de runway. Mais d'un coup, ça se transforme. D'un seul coup, j'étais à l'aise. Donc, ça allait. Donc, toutes les nouvelles que je pouvais donner tu vois, à mes investisseurs et à Xavier en prospectif, en fait, elles étaient plutôt positives. Et du coup, on a fait la levée de fonds avec Xavier genre vers le 10 avril. Donc, tu vois, 1 mois après, et ça s'est fait. J'ai jamais vu ses équipes. Lui, je l'avais vu une fois vaguement, mais comme tu vois, c'était Covid, on pouvait pas se voir. Je me souviens, tu vois, dans les trucs marrants, c'est que je m'étais mis en costard cravate, ce que je fais plus jamais, mais je m'étais mis en costard cravate sur Zoom pour faire la levée de fonds, tu vois, pour faire le dernier pitch, en fait, parce que le dernier pitch avec tous ces co-investisseurs qui étaient tous chez eux. Normalement, tu vas pitcher devant les gens et normalement, tu t'habilles bien, tu vois, voilà. Et donc, j'avais fait en costard et avec un de mes associés qui était en costard aussi, on était en costard, cravate. Quand tu dis tu le fais plus, tu le ferais plus ? Non, mais de toute façon, c'était exagéré. J'avais fait comme un costume de mariage avec une veste et tout. J'avais fait vraiment un déguisement, quoi. Mais je veux dire, j'ai plus de. Maintenant, tu te mets très, très rarement. Ou alors, c'est limite se foutre de la gueule du gars. Si t'arrives tu vois, avec veste sous veste, avec une cravate rouge pour faire une levée de fonds, tu passes mal. Quand tu dis maintenant, parce que dans le sens que l'époque a changé ou dans le sens c'est dans ce sens-là ? L'époque a changé, ouais. L'époque a changé. Maintenant, un start-upper, il n'est pas en costard. C'est bizarre, c'est long. C'est limite une alerte, quoi. C'est une alerte. Il a pas compris, quoi. c'est pas bon. Et donc ça va au bout. Et là, du coup, on se retrouve il y a une semaine, c'est ça ? Ah ouais, non mais ouais, ça, non, on se retrouve ce week-end à Val d'Isère. Et, donc ce week-end, là ? Ouais, ce week-end, à nouveau au ski, du coup. Mais, et je monte dans une cabine pour aller à Solèze. Et le gars qui était en face de moi, c'était l'investisseur de ce fonds. Et qui enlève son casque, on se voit que c'est... Voilà. Et on n'a pas parlé beaucoup, quoi, toute la montée.
Mais tu ressens quoi quand il enlève son casque, tu reconnais. Donc pour être sûr que les gens ont compris, c'est l'investisseur qui était censé mettre les 40 millions qui les a pas mis. Ouais, qui les a pas mis et après en plus qui a donné une fausse excuse pour dire qu'il les avait pas mis. Donc là vous êtes à 1 mètre d'intervalle dans une cabine. Mais j'étais avec un copain, lui il était avec sa femme, donc bon. Et je l'avais déjà revu une fois et... tu passes à autre chose quoi. Voilà, je passe à autre chose. Mais bon, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que lui, quand on s'était revu, d'ailleurs, il me disait, bon allez, on oublie, c'est l'histoire ancienne, quoi. Et mais tu peux dire ça quand t'es investisseur ou quand c'est pas ton business, tu vois. Mais quand t'es passé, quand quelqu'un t'a fait passer si près de la mort, tu peux pas, en fait. C'est bon, plus jamais tu veux lui parler, quoi. La cible dès le début d'IBAN First, c'est quel type d'entreprise? N'importe quelle entreprise qui fait du paiement à l'international. Vraiment, même de petite taille, hein, même si les flux sont... Enfin, on va dire qu'en dessous de 100 000 euros, il vaut mieux en effet utiliser Wise que nous. Mais dès qu'on est au-dessus, là, ça devient beaucoup plus intéressant de nous utiliser. Déjà, on va être beaucoup moins cher aussi que Wise. Et après, c'est de 100 000 euros jusqu'à 100 millions. Là, c'est vraiment... On a un sweet spot parfait, quoi. Au-dessus de 100 millions, les boîtes vont être organisées de manière différente, généralement. Elles commencent à avoir un trésorier cambiste, quoi, quelqu'un qui va vraiment faire que du change toute la journée, qui va mettre en compétition plein de providers. Le game n'est pas le même. Il va séparer le flux de change et le flux de paiement. Et les boîtes se gèrent de manière différente. Donc on a des clients après 100 millions, mais on a moins une offre. Enfin, entre 100 000 et 100 millions, c'est grand, mais on a la meilleure offre, quoi. Donc au-dessus, on va être en concurrence avec des banques. En dessous, on va être en concurrence avec Wise. Et voilà. Et par exemple, comment tu trouves ton avantage compétitif avec une boîte comme Revolut, par exemple? Alors Revolut, on va dire c'est la même chose que Wise sur le côté, bien qu'ils essayent de monter en business. Je les trouve meilleurs quand même sur le côté business. Ouais. Non, t'as raison. Ouais. Ils sont meilleurs. Écoute, technologiquement, c'est une boîte de dingue, hein, Revolut. Ils ont des... moi, je suis client Revolut à titre particulier. Hein. J'adore ce truc. Mais après, tu vois, il y a un truc qui est important aussi dans notre business, c'est le trust avec le client, quoi. Revolut, il se passe plein de trucs derrière. Tu sais pas où va cette boîte vraiment, par qui elle est détenue, où est-ce qu'ils sont régulés, ils ont du mal à avoir les agréments. Il y a plein de choses assez compliquées derrière, où je sais pas, moi je serais pas complètement à l'aise en tant que client. C'est la première chose. La deuxième chose aussi... Et donc du coup, juste pour aller sur ce point-là, toi, comment tu transformes ça en avantage compétitif? Comment tu crées du trust? Déjà en se parlant aujourd'hui, par exemple, si on a des clients qui vont nous écouter, nous regarder, voir qu'on est là, on est réel. Moi, je reçois des messages de clients sur LinkedIn parfois parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché ou quoi. Je leur réponds, on va être en contact avec eux, on a un vrai contact avec les clients. Et du coup, c'est aussi ça le truc de Revolut, mais c'est pour revenir sur le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, on est des experts, on est spécialisés, c'est-à-dire qu'on fait la même chose, on fait le mieux du mieux, on fait tous les features dont tu as besoin quand tu fais du paiement international, on va les avoir. C'est-à-dire on va faire des payment trackers, on va faire des IBAN nominatifs où tu peux mettre le nom de ta boîte dedans. D'ailleurs, ça, peut-être tu l'as pas, il faut peut-être qu'on te le file. Tu peux mettre Paradox, tu vois, avec un IBAN avec écrit les chiffres, tu vois, FR 76 3000, Paradox 00. Tu vois, des choses comme ça. Ou ton numéro de téléphone, comme ça tu t'en souviens, etc. Enfin, du coup, tu vois, on itère pour avoir la meilleure offre. Moi, j'ai un challenge, je sais pas comment on peut le résoudre, c'est... qui n'est pas lié à IBAN First de manière générale, c'est on reçoit plein de paiements par virement et on essaie de les matcher automatiquement entre nos factures et les virements. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on génère un code unique au client qu'on lui donne à mettre dans le comment on appelle ça, la description du wire transfer. Sauf que tu en as 1 sur 3 qui ne le fait pas. Et donc il faut les matcher manuellement. Je ne sais pas si demain il y aura des solutions pour arriver à faire ce matching. Tu peux te donner un IBAN différent pour chacune de tes factures, par exemple. Ouais. Tu peux faire ça, on peut faire ça. Mais après, il faut que tu gères tous tes IBAN derrière, ouais. Mais tu peux le faire. C'est-à-dire, à chaque client, tu lui mets une facture et il a un IBAN unique. Ouais, toi, on te donne 2 mini-IBAN ou 10 mini-IBAN. Et après, c'est toi qui reçois à chaque fois l'IBAN et comme ça, c'est matché. Ouais, en plus, tu pourrais, si c'est dynamique, tu pourrais presque le matcher même par semaine ou par... Enfin bref, je sais ça. Tu veux faire plein de choses. Et puis aussi, nous, on peut taguer vraiment le nom du client qui... Enfin, si tu veux, certaines banques vont mal faire un truc, c'est que si jamais tu reçois de l'argent de, je sais pas, entreprise XY,
parfois, si c'est du paiement international, tout passe par Swift, tu es obligé de passer par Swift. Et parfois, dans le message Swift, il y a des banques qui se cassent pas la tête, elles ne donnent pas tout le message, tu vois. Donc en fait, tu reçois qu'une partie de l'information. Pourtant, il y avait l'information au départ. Peut-être que le client, parfois, il va se tromper à mettre le code et tout. Donc ça, ok. Mais par contre, il peut pas se tromper sur son nom à lui, tu vois, sur d'où vient le paiement, quoi. D'où vient le paiement, c'est codé dès le départ, parce qu'il faut bien qu'il parte d'un endroit pour aller à un autre. Cette information-là, parfois, elle est mal retranscrite sur ton compte. Et en l'occurrence, pas avec nous, tu vois. Là aussi, ça, on fait vachement gaffe à ces trucs-là pour faciliter ce que tu décris. Mais tu vois, c'est en recommençant tout ça. Et donc, tu vois, pour revenir sur Revolut, ils font du crypto, ils font de l'investissement. C'est partout, ouais. Voilà, ils font de tout. Et en fait, les cartes. Ils font les cartes. Mais en fait, c'est en faisant plein de choses différentes comme ça qu'ils ne peuvent pas avoir la meilleure offre sur les entreprises qui font du paiement international. Alors du coup, ça soulève une question que je voulais te poser plus tard, qui est parfaite, qui est un de mes combats permanents, une lutte permanente, et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs pour qui c'est le cas. Tu vois, il y a une citation de Steve Jobs qui dit « Je suis plus fier des choses qu'on n'a pas faites que des choses qu'on a faites ». Une autre qui est tellement importante pour moi, je l'ai gravée sur un jeu d'échecs qui est « The essence of strategy is choosing what not to do ». Donc j'ai plein de théories autour de ça, mais c'est super dur pour moi de savoir comment arbitrer entre focus et en même temps opportunité potentielle. Comment tu fais, comment vous faites pour arriver à peut-être, j'imagine il y a des clients qui ont des demandes sur on adorerait que vous fassiez, j'en sais rien, les cartes bancaires pour entreprise, ou comment vous gérez ce que vous prenez ou ce que vous prenez pas par rapport à cette question de on est des spécialistes. Je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve ça hyper intéressant comme problématique, et je peux te donner des exemples par rapport à ça, parce que par exemple en 2017 il y a Conto qui se lance, donc nous on commence vraiment notre activité début 2017, et je me dis qui peut le plus peut le moins. On est capable de faire des IBAN en devises, pourquoi pas faire aussi des IBAN en euros et être un compte pro pour les gens qui font que de l'euro, quoi. Je me dis pourquoi pas. Et aussi, je t'ai dit que j'avais de la frustration dans ma relation avec les banques traditionnelles. Et entre autres, ma frustration venait à chaque fois que je créais une boîte. Faire le dépôt de capital dans la banque, c'était une horreur. C'était hyper complexe. Et tu es obligé de faire le dépôt de capital pour ensuite aller au greffe et avoir les papiers la société qui existe. Donc je trouvais ça hyper frustrant. Donc j'ai réussi à faire un accord avec une banque privée qui s'appelle Autingre, pour avec une API qui allait directement de chez nous à chez eux, où en fait on avait on faisait des dépôts de capital pour la création de boîtes. Donc on avait un système qui te permettait de créer des boîtes hyper facilement à la chaîne, et une fois que tu avais la boîte créée, tu avais un compte chez nous en euros et tu pouvais l'utiliser pour faire ce que tu veux. Donc un peu, tu vois ce qu'a fait Conto, sauf que Conto avait un système où pour la création et le dépôt de capital, c'est avec des notaires. Donc c'est moins bien, tu vois, c'était moins automatisé. Leur système était vraiment moins bien que le nôtre. Nous, c'était beaucoup mieux. Avec une banque, ça allait plus vite, c'était mieux fait. Que eux, leur système avec un notaire, parce que les seules personnes qui ont le droit de valider qu'il y a eu un dépôt de capital, c'est soit un notaire, soit une banque. Donc tu étais obligé de choisir l'un ou l'autre. Ils n'avaient pas trouvé un accord avec une banque, donc nous, on avait réussi à le faire. Donc j'étais hyper fier de ce truc-là, et je trouvais ça canon. Le truc, c'est que les mecs qui créent des boîtes, ils n'ont pas beaucoup d'argent au départ, c'est logique quand tu crées une boîte, donc ça les fait chier de payer pour un service comme ça. Moi, ça me coûtait de l'argent de le faire, mais moi je me disais il faut le faire payer. Et donc je le faisais payer. Si ça marchait pas hyper bien, les gens n'étaient pas contents parce que j'avais fait payer. Donc si jamais je le faisais pas payer, ils devenaient clients chez moi, ils me disaient mais attends, on paye pas mais on va devenir client chez toi. Mais après ils étaient clients en euros. Je me disais mais en fait ça rapporte rien en fait, un client, ouais. Un compte en euros ça rapporte rien, surtout à l'époque avec des taux oui, parce que Conto, leur modèle c'est une subscription, c'est ça? Ouais, exactement. Mais ils offrent aussi des cartes aussi. Mais alors, donc du coup, j'ai lancé la carte aussi, et je me suis rendu compte que c'était une horreur à gérer en fait. C'est que c'était pas mon ADN, que c'était compliqué, et que si je voulais être super bon sur le paiement international, que je connais parfaitement, qu'il y a des trucs que je fais depuis toujours, en fait. T'as lancé les cartes et tu les as enlevées. Ouais. J'ai lancé les cartes, j'ai enlevé, et j'ai lancé donc ce dépôt de capital que j'ai arrêté aussi. Ça s'appelait IBAN Start. C'est un super truc. Et même, j'ai arrêté, alors que même aussi, on a fait un autre truc à un moment donné. Il y avait une autre banque en ligne qui se lançait à l'époque, qui nous a utilisé aussi. Enfin, on avait tout. Ça devenait un gros business, quoi. Donc, ça se passe comment la décision d'arrêter? C'est cool combien de temps entre le moment où tu le fais et.
Enfin, c'est quoi, ça se joue sur un an, ça? Ouais, peut-être moins d'un an, 4-5 mois. Mais après, le problème, c'est que tu as la traction dans un truc, donc tu peux pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc, tu es obligé de petit à petit l'arrêter. Et après, t'as encore des clients, tu vas dans la boucle. Après, il faut le temps de tout arrêter. En fait, ça coûte cher d'arrêter. Donc, il vaut mieux arrêter tôt parce que... Ça se passe comment la forme de clarté mentale de dire en fait, stop, on arrête. T'as eu l'idée comme ça, t'en parles avec tes équipes, puis vous avez fait un workshop, ça se passe comment en fait? Ça se passe qu'à un moment donné, je pense qu'il y a plein de petits trucs qui arrivent dans ta tête en même temps. Tu vois, alors par exemple, si on parle de Conto, je vois que les mecs exécutent hyper bien. Et je me dis qu'on va avoir du mal à exécuter, tu vois, honnêtement, à exécuter sur ce truc-là aussi bien qu'eux. Ils pensent à plein de trucs que je trouve chiants, que j'aime pas faire, je sais pas, tu vois, accepter les chèques, les choses comme ça. J'ai pas envie de faire tout ça. Et tu vois, et je vois à l'avance que ça va être hyper long. Et ça me plaît pas. Deuxième truc aussi, c'est que avant, avec Saxo Bank, on faisait du courtage en ligne. Nos concurrents, c'était des Boursorama, des choses comme ça. Et je connaissais le business model des banques en ligne en France, donc pas trading, mais banques en ligne. Et je vois qu'il y a très peu de gens qui sont rentables. En fait, c'est très, 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 très dur d'être rentable. Okay. Donc, moi, ça me dérange au bout d'un moment de me dire que je suis en train de créer un business dont je vois pas le début de la rentabilité. Même si tout le monde s'excite autour de nous, hein, tout le monde dit c'est fabuleux, allez-y, on va vous financer et tout. Mais intellectuellement, ça me pose problème parce que je vois pas où est-ce qu'on va aller, quoi. C'est comme construire une compagnie aérienne, quoi. Il y a très peu qui arrivent à être rentables, quoi. Ouais, voilà. Donc je me dis, ça va être compliqué. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Et de l'autre côté, ça a de l'attraction, la partie conversion internationale. Oui, et de l'autre côté, ça a l'attraction et ça rapporte de l'argent. Et on a un service où tu vois, les gens nous mettent que du 5 étoiles, quoi. Tu vois, donc tu as ça de ce côté-là qui te dit là, j'ai vraiment une avenue. Là, alors que de ce côté-là, j'ai un compétiteur qui exécute bien. Mais qui a une avenue aussi. Mais je sens que c'est pas mon ADN. Ouais. Et je sens qu'il y a... Et d'ailleurs, tu vois, justement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en fait, d'avoir des comptes qu'en euros avec des cartes qui sont pas tout le temps, qui fonctionnent pas tout le temps bien. Je vois qu'il y a tout un truc, un enfer à construire et que ça va être long et difficile. Donc en fait, je me dis qu'il vaut mieux arrêter, quoi. Donc super intéressant et je trouve que ce savoir, je crois que c'était d'ailleurs Fred Mazella qui me disait que ses investisseurs, ils lui répétaient tout le temps focus Fred, focus pour éviter de se disperser dans toutes les directions. Donc là, vous êtes quasiment 400, tu me disais. Le recrutement, je trouve que c'est un sport vraiment dur, en tout cas pour moi. Attirer les bonnes personnes, les identifier, leur donner envie de rejoindre dans certains cas. C'est quoi, toi, les 3 plus gros apprentissages sur le recrutement pour arriver à attirer et repérer des top talents? Moi, je veux dire une règle que je m'applique. Alors, c'est peut-être pas pour attirer, mais du moins c'est pour être sûr des personnes que je recrute. Et en fait, je réfléchis vraiment en les regardant et en leur parlant à 3 choses principales que je me dis dans la tête. Et ces 3 choses, elles se vérifient à chaque fois, en fait. À chaque fois que j'ai fait des bons recrutements ou à chaque fois que ça a merdé, c'est que cette règle-là fonctionnait pas. Donc le premier truc, c'est que je veux des gens qui sont sympas. Tu vois, en fait, tu te sens bien avec eux. Tu te sens bien avec eux, parce qu'en fait, tu te dis que tu vas passer beaucoup de temps avec eux. Donc en fait, c'est hyper important qu'il y ait un bon contact, quoi. Et parce que sinon, ça va pas être sympa. C'est le premier truc. Deuxième truc, des mecs qui ont du CPU. Donc du CPU, tu as capacité de travail, qui vont beaucoup bosser. Capacité de travail ou capacité intellectuelle? Non, justement. Alors justement, c'est que moi, c'est plutôt capacité de travail. Je trouve on va pas mettre un truc, on va pas réfléchir à savoir si quelqu'un est très intelligent ou pas, mais je te dis, c'est bien si quelqu'un est intelligent et de bosser avec des gens intelligents. Mais en tous les cas, cette règle que je te dis, c'est sur ces 3 trucs, c'est les 3 trucs principaux. Donc c'est le CPU, capacité de travail, sympa. Et le troisième truc, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, où tu sais, tu te dis que ce gars-là, tu peux avoir confiance en lui. Il va pas te trahir, il va pas faire un truc bizarre. Entre guillemets, relativement intuition, ou tu as des questions que tu poses, des tests que tu fais pour arriver à évaluer ça? Il y a une partie intuition et il y a une partie test, mais le test, il va arriver dans la discussion. Mais comment tu sais que quelqu'un... Parce que tu vois, par exemple, j'avais recruté quelqu'un qui m'a dit... et je me suis laissé séduire par le pitch de
I'm a high performer, machin, tout ça. Donc je me suis dit, tiens, la personne, elle aime le côté performance. Et je suis très inspiré par la culture américaine et même la culture américaine aussi du sport. Comment ne pas se faire avoir par un beau discours où la personne, elle te dit ce que tu as envie d'entendre, par exemple dans mon cas, et vraiment voir sa capacité de travail? Bah, moi, écoute, je regarde, le premier truc, c'est intuition. Donc déjà, les premiers 5 minutes, tu vois, si tu as une intuition qui dit si la personne est bien ou pas. Donc, si elle n'est pas bien, tu peux arrêter là. Mais si ta première intuition elle est bien, là, tu peux, en effet, essayer de faire des tests, tu vois. Et en fait, le test, c'est peut-être juste en discutant pendant... Dans ce cas, si tu veux la recruter, tu vas passer du temps avec elle en entretien. Si tu passes du temps, dans ce cas-là, rien qu'en discutant, tu vas sentir si quelqu'un est vrai ou pas, si, tu vois, s'il n'y a pas un tout petit truc qui sonne faux dans l'histoire que la personne raconte ou quelque chose d'un peu incohérent, tu vois, en parlant, mais de tout et de rien. Et tu dis, s'il y a un truc, une petite incohérence, même en parlant d'une autre histoire, tu te dis, ah, peut-être, tu vois, il y a un truc pas hyper clean, ou tu vois, par exemple, la personne dont tu me parles, ça se trouve, elle s'était bien renseignée sur toi avant. Donc il s'est dit il faut parler de ça, il faut parler de l'esprit américain, l'esprit tu vois, genre voilà, de trucs comme ça, mais en fait elle était pas c'était juste préparer l'entretien. Mais après, si tu commences à creuser, je sais pas si tu lui dis est-ce que tu connais, je sais pas, Tony Robbins, machin, un truc bidule, tu commences à creuser un peu sur ce truc là et tu vas voir que peut-être la personne n'est pas complètement cohérente, et donc peut-être qu'en fait c'est pas si sûr que ça, si elle est pas cohérente, que tu puisses avoir confiance en quelqu'un qui est pas hyper cohérent. Toi, quand tu dis capacité de travail, tu le définis comment? C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je vois dans les gens que j'ai autour de moi, dans des potes ou même des mentors business, il y a tout un mouvement autour du work-life balance, et même jusqu'à la semaine de 4 heures, enfin semaine de 4 jours plutôt, la semaine de 4 heures c'est le livre. Et de l'autre côté, j'ai un mentor, ami entrepreneur qui est plus dans un mode en fait machine, et je veux être entouré de machines pour qui le travail c'est... leur valeur numéro 1, c'est vraiment ce qui est le plus important à leurs yeux. Toi, c'est quoi ta vision en fait quand tu dis quelqu'un qui a du CPU? Non, ma vision, c'est bosser, mais pas bosser et se faire mal en travaillant, tu vois. Il faut que ça reste un plaisir. Donc, et en effet, je suis persuadé que pour réussir, et je suis sûr que tu en es aussi l'exemple parfait, je suis sûr que tu bosses... énormément. Ouais, voilà, énormément. Donc, mais tu bosses énormément, mais ça te fait plaisir de bosser énormément. Donc, il faut trouver des gens pour qui c'est le cas aussi, que ça devienne leur passion de travailler avec toi, et qui sont capables de bosser énormément en se faisant plaisir. Si ça leur fait pas plaisir et que c'est dur pour eux et qu'ils préfèrent faire autre chose, c'est sûr que ça fonctionnera pas, quoi. Et ça, ouais, comment t'arrives à le... Parce qu'il y a 2 points, effectivement. Il y a travailler beaucoup, si ça t'intéresse pas et que c'est pas pour toi, c'est une très mauvaise idée. Travailler beaucoup si c'est quelque chose qui t'inspire, déjà le travail en lui-même t'inspire et le sujet t'inspire, ça a du sens, et tu vas pas le vivre d'ailleurs comme du travail. C'est un peu la phrase de Confucius, choisis un travail qui te semble, je sais plus comment c'est, une passion, et t'auras jamais l'impression de travailler, un truc comme ça. Ouais. Comment toi t'arrives à savoir dans le processus d'entretien, parce que t'as des gens, en fait, vu que tout est subjectif, je peux me raconter à moi-même que le travail est quelque chose de très important pour moi, mais je réalise pas en fait qu'il y en a d'autres pour qui le travail il est vraiment beaucoup plus important pour moi, enfin, pour eux. Du coup, toi, comment dans un entretien d'embauche, quand t'as construit tes équipes, t'as repéré des profils pour qui en fait ils veulent pas juste un petit boulot dans un grand groupe pépère. Là, on va construire une vraie boîte de zéro, on a faim, on veut comme la boîte de mannequins être les meilleurs dans ce qu'on fait, donc il y a quand même une forte ambition. Comment tu repères ce truc-là? Écoute, déjà, parfois, tu as vraiment des hints. Déjà, bon, ça, c'est facile à éviter. C'est le mec te parle de, je sais pas, comment fonctionnent les RTT ou je sais pas quoi. Si quelqu'un te pose ce genre de questions d'entretien, c'est sûr, tu peux le sortir de cette catégorie de mec qui va beaucoup vouloir travailler. Donc ça, c'est sûr. Et après, tu peux te faire avoir aussi, je pense, forcément. Hein. En effet, il y a des gens qui peuvent me raconter des trucs qui ne pensent pas et qui ne font pas. Mais aussi, in fine, je trouve que l'intuition, ça se voit dans l'éclair des yeux quand même des gens, quoi. Genre, tu vois, s'ils sont à fond, tu sens qu'ils dégagent un truc et qu'ils sont prêts à faire un truc avec toi et que tu es prêt à faire un truc avec eux. Il y a un truc quand même qui se passe. Que je ne saurais pas vraiment décrire, mais il se passe un truc. Et ce truc qui se passe, c'est des gens qui ont aussi compris que, donc si on parle plutôt de gens qui
leur premier boulot, en fait, c'est hyper important. Il faut que les gens comprennent ça, d'ailleurs, que tous les jeunes comprennent en général. C'est qu'entre 23 et 30 ans, c'est là où tu fais tout, en fait. Et si à ce moment-là, tu n'es pas prêt à tout donner, bah, en fait, laisse tomber. T'as programmé ta vie. T'as programmé ta vie de manière différente. Et peut-être très bien, ça veut dire, avec beaucoup de sport, un super work-life balance et tout, mais oublie le truc où tu pourras créer une super boîte à un moment donné, où tu vas pouvoir avoir le super job et tout, parce qu'en fait, t'auras pas fait l'effort qu'il faut faire à ce moment-là de sa vie, qui est hyper important. Donc, et qui est hyper important et qui est théoriquement pas trop dur à faire, parce que t'as pas de famille encore, donc t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, t'as peut-être une copine ou quoi, mais ça te prend pas énormément de temps, entre guillemets. T'as des copains, mais t'es pas obligé d'aller picoler tout le temps. Tu peux peut-être faire du sport, mais t'es pas obligé de faire, tu vois, entre guillemets, des marathons et trucs comme ça. D'ailleurs, maintenant, c'est un de mes trucs, je sais pas si je devrais le dire ici, mais c'est devenu les mecs qui font du sport, je trouve ça canon. Et c'est parce que ça, c'est bien, tu vois. Donc, moi, d'ailleurs, je fais de plus en plus de sport et tout, c'est hyper important, je trouve, pour mon bien-être psychique. Mais pas les gens qui en font trop, en fait. Les gens qui en font trop, c'est-à-dire qu'en fait, en effet, ils vont pas rentrer dans cette case du mec qui est vraiment qui a faim, qui est intéressé par son boulot, parce que en fait, son entraînement pour le marathon, l'ultraman, sa course de vélo va être plus important, prioritaire que tout le reste. Mais ça fait des mecs qui sont super bien équilibrés, mais ça va être pas le mec avec qui tu sors la boîte de terre. Ouais, exactement. Mais pourtant, ça va être un mec bien, tu vois. Donc en fait, dans tous les cas, je dis ça, mais mais c'est un indicateur, c'est pas un truc radical, mais c'est un indicateur que ça peut poser un problème. T'as eu des cas comme ça où de personnes qui, en termes de potentiel, le côté comment tu te sens avec eux, c'est hyper fluide. Tu les recrutes, en soi c'est bien, mais en fait tu te rends compte qu'il manque ce côté implication dans le travail. T'as eu des cas comme ça où on n'est pas dans le truc de c'est évident que ça va pas. Ouais. Mais c'est pas non plus un tueur, une tueuse, un peu le cas où c'est pas évident. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a ces cas-là, et aussi il y a ces cas-là, je pense, avec la naissance de l'écosystème startup en France aussi, où il y a de plus en plus de gens qui comprennent ou qui écoutent tes podcasts, qui écoutent qui lisent des livres par rapport à tout ça, mais qui sont pas intimement convaincus par la chose. Mais par contre, ils savent dire le message. Donc en fait, donc ils peuvent apparaître comme la machine la brute de travail, ou tu vois un peu ce que tu as dit aussi tout à l'heure, le recrutement que tu as fait. On a l'impression au départ que c'est des machines qui en veulent même plus que toi. Mais dans les faits, in fine, c'est pas vraiment le cas. Donc, parce que ça, c'est pas un truc de livre ou un truc pour lequel tu te formes. Je trouve que c'est un truc que tu as depuis que tu es petit aussi. Enfin, souvent, je parle de monter une boîte et d'être à fond. La résilience qu'il faut pour ça, c'est quelque chose qui vient d'un truc hyper profond, quoi. Donc, et ça, tout le monde l'a pas. Même si tu essaies de le construire, tu as beaucoup de mal à le construire. Et du coup, tu vois, un autre dilemme là que j'ai dans l'arbitrage, c'est, donc moi j'ai des personnes là en tête typiquement où j'ai pas cette forme d'hyper évidence que c'est la bonne personne, j'ai pas non plus l'hyper évidence que c'est pas la bonne personne, et du coup je me remets en question aussi en me disant tiens, quelle est la part de ça se joue au recrutement, quelle est la part de c'est mon leadership que je peux améliorer, embarquer encore mieux, améliorer le performance review, enfin tout ce qui est organisationnel qui crée de la productivité. Toi, tu vois les choses comment en termes de justement productivité des équipes? Pour donner du contexte, on est 65, on est monté à 75, j'ai arrêté avec 10 personnes là récemment. J'avais une boîte extrêmement profitable il y a 2 ans. J'ai beaucoup investi parce que j'ai vraiment envie de trouver le moyen de créer on va dire le Apple du développement personnel, et j'ai envie de pouvoir avoir un impact mondialement, utiliser plus l'IA, la tech, produire des contenus type masterclass.com, mais centrés sur tout ce qui est power skills. Donc j'ai investi sur chercheur, learning designer, product owner, ingénieur IA, etc. Donc c'est top, mais je vois que l'investissement que j'ai fait en équipe, il se traduit pas au même degré en croissance, même si on a fait notre meilleure année en soi en termes de CA. Et donc voilà, là je suis dans un truc de, est-ce que
j'ai recruté trop des personnes justement qui sont pas assez dans le drive, parce que il y a un peu ce phénomène qui s'est installé, et c'est marrant parce que là où à 25-30 je voyais tout le monde quelque part, et je pense que il y avait une forme de je peux être la locomotive. Mon mode de leadership qui marchait à 25-30, il est très différent, en tout cas j'ai l'impression pour moi à 65-70. Donc voilà, je me dis, est-ce que en fait j'ai recruté des personnes qui sont des gens très bien mais pour un plus gros groupe, ou est-ce que juste je suis pas encore assez bon en leadership et il manque soit de l'inspiration, soit encore plus travailler les valeurs, je sais pas, mettre des process plus clairs. Donc je suis dans mon dilemme en ce moment de... Je me dis que je pense la même chose que toi, que au plus les boîtes grossissent, au plus c'est compliqué à gérer en termes de people. Et je pense que, d'ailleurs, la limite, elle vient peut-être après plutôt 100, quoi. Tu vois, genre au-dessus de 100 personnes, où ça devient vraiment compliqué parce que les gens te connaissent pas tous bien, et toi tu les connais pas tous bien, mais là ce que tu décris c'est à peu près la même chose aussi. C'est peut-être un truc où tu es un super bon leader pour une petite équipe, et que en fait si jamais tu as besoin d'avoir une plus grosse équipe, il faut que tu aies des outils pour t'aider à leader cette plus grosse équipe, quoi. Donc c'est pas ton leadership, ton charisme naturel qui peut suffire pour emmener 70, 80, 100 personnes, parce qu'en fait ça fonctionne plus comme ça. Donc tu vois, moi mon exemple c'est avec mes boîtes, genre quand on était 30 ou jusqu'à 50, j'allais boire des bières avec tout le monde, je connaissais tout le monde me connaissait, il y avait zéro bullshit, on savait exactement où on allait, pourquoi on y allait, les gens rien qu'en me voyant c'était clair. Maintenant à près de 400, il faut répéter sans cesse ces messages. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas trop ce qu'on fait, pourquoi ils sont là en fait, mais ça j'y peux rien en fait, j'y arrive pas. Parfois j'entends des conversations où je parle avec des gars, je me rends compte qu'ils comprennent pas ce qui est IBAN First, ils comprennent pas dans quelle aventure on est, pourquoi on le fait, parce que je les connais pas assez, parce qu'ils me connaissent pas assez, mais que c'est très dur, tu peux pas passer du temps avec 400 personnes. Et donc dans les choses que tu as mis en place, on va dire de 50 à 400, qui ont mieux marché, qui ont aidé en tout cas à... il faut trouver le bon équilibre, parce que tous les trucs que tu mets en place c'est des trucs de grosses boîtes, et c'est chiant. Il faut pas tomber dans le truc de la grosse boîte, parce que le truc de grosse boîte c'est des outils de communication interne, embaucher quelqu'un pour faire la com interne. T'as fait ça ? Ouais, bien sûr, elle fait ça. Et j'ai fait ça, et c'est compliqué, tu vois. Écrire des posts, tu vois, pour féliciter des gens, mais pas des posts que tu fais toi, parce qu'en fait, il y en a tellement à faire, tellement de trucs à faire. Donc, ça marche hyper bien, et les gens, tout le monde le voit quand c'est toi qui l'écris, et tout le monde voit que tout le monde le prend bien. Mais si c'est quelqu'un qui t'aide et qui écrit un truc en disant il faut féliciter un tel, et qui t'écrit un message banal, tout le monde voit que c'est un message banal. Ou par exemple les tonals, tu fais un tonal, si jamais tu fais le tonal de manière naturelle et tu racontes l'histoire que tu veux parce que c'est ta boîte et que c'est facile avec 50 personnes, et tu peux raconter tout sur la boîte et facilement. Mais si jamais c'est pas toi le tonal, c'est quelqu'un qui te l'a écrit, ce que tu dis. Donc tu répètes ce que quelqu'un qui t'a écrit et que tu délivres un message. Donc il y a une certaine forme de langue de bois. Le truc, ça marche beaucoup moins bien en fait. Et tu deviens comme une grosse boîte. Et du coup, c'est moins cool. Mais c'est hyper dur. C'est un dilemme perpétuel. Et en même temps. Moi j'ai toujours ma bande de potes dans la boîte, de gens qui sont là depuis le début, et qui m'entendent bien, qui me connaissent, que je connais bien. Mais il faut aussi que je fasse attention de pas trop créer un clan. Ouais, créer un clan, exactement. Ouais, parce que c'est pas bon. J'ai pas de solution. Voilà. C'est mieux les petites boîtes, quoi. C'est mieux. Pour s'amuser, je pense que c'est mieux les petites boîtes. Mais après, il y a plusieurs étapes, quoi. Voilà, tu fais une plus grosse boîte. Et si t'embauches des gens pour t'aider à gérer, après, justement, ces nouvelles étapes, c'est peut-être pas mal, quoi. T'as un DG ? Oui, t'as un DG ? J'ai une DG. Une DG. Ouais. Et voilà. Qui m'aide vachement justement par rapport à ça, parce que justement j'ai pris un risque aussi. Auparavant, tous les mecs de la boîte c'était des gens qui venaient de start-up ou dont c'était le premier job. C'est-à-dire qu'on était une start-up avec beaucoup de jeunes, ouais. Beaucoup de jeunes, et beaucoup de gens aussi qui sont câblés pour travailler dans la tech et qui viennent de petites boîtes. Et puis à chaque fois j'ai embauché des gens qui venaient, parce qu'on est dans un univers bancaire, donc à chaque fois j'ai embauché des gens de notre industrie, c'est des gens qui venaient de banques.
Ça marchait pas. Ça marchait pas, mais pas du tout. Et je payais, c'est l'histoire, tu vois, classique, des gros chèques à des gens qui sont super bien sur le papier, mais en fait, ça marche pas bien. Et c'est quoi? C'est le côté doueur qui leur manque, le côté je suis à l'aise dans le chaos? Ouais, exactement. Oui, je suis allé dans le chaos. En fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Tu les embauches, ils arrivent et ils se disent merde. En fait, il y a rien qui fonctionne. Voilà. Et qui est là pour m'aider à faire quoi? Je dis, y a personne qui t'aide pour faire quelque chose. C'est toi qui fais tout. Et donc ça marchait jamais. Et je me suis planté pas mal de fois. Jusqu'à récemment où la boîte a une certaine taille, où en fait j'ai vraiment besoin en fait plutôt d'avoir quelques personnes qui justement au niveau direction. Voilà, au niveau direction, voilà, qui font calmer, enfin qui font baisser la pression en fait. Parce que sinon t'es tout le temps sous pression aussi. J'ai embauché des gens, donc par exemple Sonia qui est notre DG quoi, et qui vient de la Société Générale, et qui était la Chief of Staff de Frédéric Oudéa, donc qui avait une position déjà à direction Société Générale, et c'était un risque, tu vois, vraiment au départ, tu vois, parce que elle a toujours été soit dans du consulting, soit à la direction Société Générale, qui est un énorme truc politique et tout, voilà. Et donc je savais que j'avais besoin de ça, et je me suis dit, il faut que je prenne ce risque. Et en fait, ça se passe hyper bien parce que la boîte est prête. Parce que la boîte est prête. Et parce qu'il y a un autre truc aussi. Et c'est que, en fait, je suis hyper copain avec son mari. Et son mari, c'est quelqu'un qui s'appelle Aurélien Boudier et qui a une boîte qui s'appelle Crazy EVG, qui est un de nos clients et que j'adore. Et il y a eu un film sur lui qui s'appelle Budapest. Et il est un peu foufou. Donc tu vois, il est habitué au chaos, c'est ça que tu veux dire. Je me suis dit, si jamais c'est la femme de ce mec-là que tous les soirs il rentre au bureau, il rentre à la maison, il dit putain c'est la merde, tu sais pas quoi, enfin c'est ça, hein, quand t'as une boîte, tous les soirs t'es déprimé parce que t'arrives plein de merde. Donc je sais que lui c'était son cas, et donc je sais que tous les soirs elle avait l'habitude d'entendre ses problèmes. Donc je me suis dit, elle découvre pas un environnement en imaginant un peu le mirage de la start-up, ça va être sympa, ça va être fun, alors qu'en fait c'est vraiment que tu souffres tout le temps quoi. J'ai cette image, tu as dû entendre parler, que créer une start-up c'est sauter d'un avion et construire le parachute en descendant, enfin en tombant quoi. Ouais bah voilà, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs là aussi de la même manière, la plupart des personnes que souvent j'interviewe ou qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai 45 ans, j'ai 20 ans de telle boîte, maintenant j'ai envie de m'amuser un peu, aller dans une start-up, donc c'est pour ça que je t'appelle. Mais, tu vois, et en fait là aussi c'est no go, c'est no go quoi. Tu vois, genre tu peux pas venir t'amuser chez nous, on va pas s'amuser, ça va être beaucoup plus dur que dans ta super banque d'avant quoi. Donc il faut pas venir si tu penses venir pour t'amuser. Et donc là, aujourd'hui, t'as qui en direct report? T'en as plus personne? Ou t'as elle? Non, il y a juste 5 personnes en direct report. Plus une chief of staff aussi, qui est super. C'est super, ça. Le concept de chief of staff, c'est assez canon. Et c'était un nouveau truc pour moi aussi, ça, depuis un an. Je me suis pas mal renseigné sur la notion de chief of staff. Et j'avais lu, et donc ça m'intéresse d'avoir ta vision. J'ai beaucoup de trucs que j'ai lus autour du fait que la personne que t'as en tant que chief of staff, plus ou moins, elle change tous les... 1 an ou 2 ans, et c'est une nouvelle personne, une nouvelle personne, une nouvelle personne. T'es d'accord avec ça? En fait, je suis d'accord sur la théorie, mais je veux pas là, parce qu'en fait, j'avais vachement bien ma chief of staff et on bosse hyper bien ensemble. Donc j'espère que je vais pouvoir la garder plus longtemps, que ça va faire 1 an et demi. Donc, et pour préciser ce que je disais, l'idée, c'est que ce que j'avais lu, c'était pas tant que la personne part, mais que c'était un rôle de transition, et ensuite la personne devenait head of operation, ouvrait un pays. Mais toi, tu préférais faire durer la relation en tant que chief of staff, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais je pense que sinon, c'est vrai ce que tu dis, parce que la personne en question voit plein de problématiques qui sont clés pour la boîte. Donc, tu arrives à une compréhension de la boîte qui est très, très, très forte en étant chief of staff a priori. Par exemple, tu vois, à la Société Générale, et c'était pour ça que j'étais content de convaincre Sonia de venir nous rejoindre, parce qu'elle, c'était la chief of staff de Frédéric Oudéa. Et en fait, toutes les chief of staff des CEO de Société Générale, ensuite, on leur a confié des super jobs au sein de Société Générale, en effet. Et en effet, ça tourne, mais c'est plutôt 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, tu deviens CEO de la banque privée, CEO, enfin, tu vois, de gros trucs dans la banque. Donc, en effet, c'est top. Et donc, nous, je pense que ça se passera comme ça aussi après. Pour Anne-Sophie, qui est ma chief of staff, elle aura probablement un super job si elle le veut chez nous aussi. Mais en attendant, je voudrais qu'elle reste le plus longtemps possible parce qu'on se comprend. Et c'est quoi ces missions? Parce c'est un peu un poste polymorphe, je sais pas comment on peut dire, mais... Ouais.
Toi, c'est quoi? Écoute, pour moi, c'est un peu comme... c'est un peu, pour certains aspects, c'est comme DG, mais sans ego. Tu vois, donc c'est assez génial en fait. Sans le statut. C'est sans ce sens-là. Ouais, ou ou faire des trucs qui sont, tu vois, moi il y a beaucoup de trucs que je lui donne à faire que j'aime pas faire en fait. Il faut que ça soit quelqu'un de son niveau, enfin des trucs qu'il faudrait que je fasse moi. Et par exemple, je peux pas. Tu vois, je sais pas, plein d'histoires de reporting, plein de trucs qu'il faut lire, par exemple, qu'il faut vraiment lire, parce qu'il faut vraiment les comprendre. Et ça va m'aider à les lire. Donc, elle va me dire si c'est vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important. Elle va peut-être me les simplifier. Ou chercher des informations sur des trucs clés que je peux demander à personne. Je demande, tu vois, par exemple, Wise, ils sont listés. Ils font une compta qui est hyper compliquée, que je comprends pas. Et ils expliquent leur compta, ils donnent comme ils sont listés, il y a beaucoup d'informations sur eux, mais quand tu lis les trucs, c'est pas simple, je comprends pas. Donc je lui dis, vas-y, explique-moi la compta de Wise, je veux comprendre quelle est la différence entre revenu et income pour eux. Et précisément. Toi, le but, juste pour bien comprendre la stratégie, le but de lire leur bilan, c'est quoi? Bah on est dans le même univers et pour moi c'est adapter la manière dont ils sont en avance, tu vois. Wise, ils vont peut-être faire 1 milliard de chiffre d'affaires cette année, ils sont listés, donc de manière comptable il y a des choses très intéressantes qu'ils font que je voudrais faire, tu vois. Par exemple, juste pour essayer de me projeter dans ce que tu arrives à voir dans un bilan comme ça. Par exemple, tu vois, nous on gagne de l'argent essentiellement sur le change. Et sur le change, tu as un spread, donc un écart entre le prix d'achat et le prix auquel tu vends, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on gagne. Et ce qu'on remarque dans la compta de Wise, en fait, c'est que ils disent qu'ils gagnent de l'argent. Ils prennent pour revenu pas le spread, la différence entre le spread auquel ils achètent, le prix auquel ils achètent et le prix qu'ils vendent. Ils regardent le prix de revient de la banque à qui ils ont acheté. Tu vois, donc en gros, ils essaient de faire un revenu total. Moi, je vais acheter, je sais pas, de l'euro à 1,10 à Citibank, que je vais revendre à 1,1050 à mes clients. Ouais. Donc je vais gagner 50. Ça, c'est comme je fais aujourd'hui. Wise, ils font pas ça. Ils disent Citibank, s'ils sont capables de me le vendre à 1,10, c'est que peut-être que eux, ils ont acheté à 1,990. Ok. D'accord. Donc ils ont pris 10 de marge. Et donc ils disent, en fait, nous, notre revenu total, c'est ça part de 1,990, donc sur la même transaction là que je viens de décrire, c'est 60. C'est pas 50, c'est 60. Donc ça leur permet d'avoir un revenu qui est plus gros. La grosse margin, c'est la même. Ça veut dire que la marge que tu fais, c'est la même. Non, en effet, c'est genre juste intellectuellement, tu te dis, ah en fait, c'est bizarre, mais moi, la différence entre mes revenus et mon grosse margin, donc ma vraie marge que je mets dans la poche, elle est très faible en fait. C'est que c'est direct. Par contre, tu lis la compta de Wise, il t'explique que ils ont un revenu de 100, mais que leur vraie marge, elle est de 80. Tu te dis, ah, il y a un truc. Donc en fait, c'est ça que je voulais comprendre. Donc moi, par exemple, si je fais une compta à la Wise, bah, je fais pas 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je fais 60 millions. Mais j'aurais gagné le même argent. Hein. Mais le but, j'essaie de comprendre pour eux dans la perspective, c'est quoi? C'est d'influencer le cours? C'est de... Ouais, c'est d'optimiser. Oui, en effet, le cours, c'est plus classe d'avoir une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'une boîte qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Mais c'est pas si simple, c'est aussi, ça te permet de bien comprendre combien tu fais gagner à chacune des banques avec qui tu travailles. Et pour bien comprendre, juste après en clôture sur le sujet de Chief of Staff, qu'est-ce qui fait qu'à ton niveau, c'est pas ta CFO ou ton CFO qui le fait? Parce qu'ils sont hyper occupés. Ouais, ils n'ont pas le temps de faire ça. Voilà. Et par contre, ils sont hyper intéressés par le résultat de ce qu'on aura trouvé avec ma Chief of Staff. C'est-à-dire une fois qu'on aura compris ça et comment ça fonctionne exactement, on va leur en parler pour essayer de l'appliquer. Mais tu vois, c'est plus ce qui est compliqué pour un CFO ou un CEO, c'est de travailler l'innovation d'un truc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé dans ces trucs, tu peux pas dire regarde Wise, il a pas le temps, tu vois, genre ça a l'air cool ce qu'ils font sur la compta, tu vois, genre. Et puis en plus c'est cool, mais bon, ok, why not, tu vois, tu dis mais en fait il faut vraiment, tu décortiques tout, tu comprends tout bien, après tu dis ouais, regarde, ça on a compris ça avec Anne-Sophie, en fait on pense que c'est une bonne idée. Essayons de le faire. Donc ça sert à ça, objectivement, les Chief of Stat. Ça sert, tu vois, ce matin, j'avais un exco aussi. Donc exco, c'est la réunion avec tous les comité de direction. Voilà, comité de direction, tous les C-level. Et je pouvais pas y aller parce que j'avais un autre truc.
Et en fait, tu vois, elle me représente parfaitement. Tu vois, elle va prendre des notes pendant l'exco. Elle va me dire s'il y avait un truc à me dire, à me raconter sur ce qui s'est dit. Elle va me le dire en 2 minutes. Et puis, pour nos board meetings aussi, elle va vachement m'aider à organiser les board meetings. Tu vois, si tu es CEO tout seul, tu as des investisseurs autour de la table. Les board meetings, donc c'est tous les quarters. Et tu dois expliquer ce que tu fais à tes investisseurs. Mais tu vois, et c'est des choses que moi je devrais faire. Tu vois, par exemple, tenir le schedule d'un board meeting, c'est pénible. Tu vois, genre dire ouais, non, on a 10 minutes sur ce sujet, on passe au sujet suivant, elle va le faire. Prendre des notes sur le truc. Surtout que c'est souvent pas le profil du pur founder d'être forcément millimétré à ce point-là. Exactement. Ouais. Moi, je peux partir pendant très longtemps sur des trucs. Tu progresses comment en fait? C'est quoi ta manière toi de développer, d'apprendre? Est-ce que c'est par de la lecture? Tu as des mentors, tu as tes investisseurs qui t'aident? Comment tu te remets en question et comment tu progresses? Je voyais une interview de Brian Chesky, le fondateur de Airbnb, et qui disait qu'entreprendre, c'était... Enfin, surtout à la vitesse dans laquelle Airbnb a grossi, c'était limite que chaque année c'était un rôle qui avait rien à voir. Et que tu devais presque, je crois que c'est ça qu'il disait, tu devais presque accepter de mourir et renaître à un nouveau CEO. Comment toi tu fais le phénix à chaque période de ta boîte pour apprendre? Parce que c'est ce que je leur dis moi à mes équipes, je leur dis c'est ma première boîte à ce niveau-là, donc je suis finalement en train d'apprendre en même temps que vous à savoir ce que ça veut dire être un CEO par exemple d'une boîte de 10 millions par exemple. Toi comment t'apprends? C'est pas mal ce truc de phénix où j'ai cette sensation-là aussi tu vois, que le rôle il change tout le temps et qu'il y a certaines qualités qu'il fallait avoir au début qu'il faut plus avoir après ou le contraire. Et tu vois par exemple, tu vois, j'ai toujours été très impulsif, très vouloir tout faire tout de suite, que les gens aillent vite, m'énerver si ça va pas assez vite, si c'est pas assez bien. Et ça, c'est peut-être une qualité qui est bien au tout début d'une boîte, tu vois, parce que t'as pas besoin, il faut pas se poser de questions, des choses comme ça. En revanche, quand la boîte grossit, bah, typiquement, faut peut-être être plus posé, faut peut-être un peu plus réfléchir à certains trucs. Et donc, en effet, je pense que le rôle, il évolue perpétuellement. Mais ça, c'est comment tu t'y prends pour le réaliser? C'est une version Bill Gates, Think Week au bord d'un lac. En tout cas, c'est la légende autour de Bill Gates. Comment tu fais ce travail d'introspection ou il faut que je bosse sur mon côté impulsif? Enfin, ça se passe comment pour toi et comment tu t'y prends? J'ai pas de méthode. Je me suis fait coacher. J'ai des mentors, il y a des gens avec qui je parle, mais j'ai pas un truc de stable, tu vois. C'est des phases. C'est des phases. C'est que j'aime bien rencontrer des gens, parler avec des gens. Déjà tout le temps ouvert en tous les cas, tu vois, pour quelles que soient les opportunités, c'est tout le temps essayer de rencontrer des gens et parler. Ça m'aide pour évoluer. Donc via des dîners, des trucs comme ça? Même via des dîners, ouais, même si j'aime pas trop le côté mondain des choses en général, mais sinon, ouais, rencontrer du monde, c'est du monde qui est lié à notre business, quoi. Ouais. Donc, ouais, ça m'aide. Tu lis, t'écoutes des podcasts, Ouais, je lis, j'écoute des podcasts, exactement. Ouais, voilà. J'ai tout le temps Evernote, je note tout le temps des trucs. À chaque fois que j'ai une idée ou que j'entends un truc qui m'intéresse ou un truc bien, je dois avoir genre 8000 notes Evernote, quoi. Donc, ce sont des petits trucs comme ça. Donc, et tu les relis de temps en temps ou plus tu décharges tes pensées dessus? Les deux, ouais. Il y a aussi le décharge. Moi, c'est le problème. Je trouve qu'après, t'as plein de trucs et tu sais pas... du coup, tu capitalises pas sur les idées qui ont eu. C'est pour ça que d'ailleurs que Notion, moi je suis assez fan pour structurer les trucs de manière plus organisée sur le long terme. Tu peux prendre 3 cartes, c'est des questions. Tu les prends les 3 et tu les retourneras une par une. Ok. J'en prends 3 au pif du coup. 3 au pif. Ouais. Ok. Et donc voilà, tu peux retourner la carte, lire la question et répondre. De quelle réalisation personnelle êtes-vous la plus fière? Écoute, c'est une bonne question. Je dirais qu'il n'y a pas un truc, mais il y a un truc dont je suis fier. Bon, en dehors du truc qu'il faut dire absolument, c'est bien sûr la famille, les enfants. C'est vrai, mais on va dire, si là on parle plus de business. Je suis assez fier d'avoir réussi à faire 2 boîtes qui marchent bien. Donc, c'est pas une seule boîte. Et souvent, une boîte, on peut se dire, ça peut être
Un coup de bol. Un coup de bol, ouais. Mais 2, on se dit qu'il y a moins de bol dedans, quoi. Donc ça, je suis content de me dire, je me suis autant convaincu. Tu t'es créé une auto-narrative de son série d'entrepreneurs. Voilà. Et mais elle t'est utile dans quel sens? Dans le sens qu'il y aura un après IBAN First un jour, il y a une autre boîte, ou c'est plus... Non, c'est plutôt satisfaisant. En fait, c'est pour être plus sûr de soi, pour être content de faire un truc. Je suis satisfait. Il y avait un truc, je voulais créer des boîtes, aider les gens, faire un produit innovant qui aide des gens, qui change la vie de certaines personnes, avoir des collaborateurs, les emmener avec moi, faire une aventure. Et ça, je pense que c'est ça que je voulais faire depuis toujours. Et je pense que j'ai réussi à le faire. Donc j'ai réussi à le faire parce que j'ai fait 2 fois. Je sens que je me réalise, quoi. Donc ça, je suis content. Trop bien. Ouais. Vas-y, autre carte. Quel est le plus grand risque que vous avez pris? Écoute, plus grand risque, c'est facile. C'est quand j'étais CEO de Saxo Bank. Donc j'étais CEO de la partie Western Europe. J'avais des bureaux en France et dans plusieurs pays en Europe. Et en fait, c'était un business qui roulait tout seul, quoi. Mais j'avais des beaux bureaux rue de la Paix. J'avais une loge à Roland-Garros, j'avais la belle vie, quoi. Le cliché d'une vie réussie, entre guillemets. Ouais, voilà. Et donc abandonner ça. Abandonner ça, ouais. Donc, c'était dur, le moment où tu dis j'arrête ça et je fais IBAN First? Non, de quitter ça, c'était pas dur. Par contre, de commencer IBAN First, c'était hyper dur. C'était beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé. Ah ouais, c'était quoi qui était dur? En fait, c'est le début des boîtes, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, et en effet, j'avais pris du gras un peu, j'étais devenu un peu... voilà. Tu veux dire métaphoriquement? Ouais, les deux même. Ouais. Et donc, j'étais devenu un employé de banque, quoi. Donc c'était très dur de recommencer un truc où il n'y a rien qui fonctionne, il faut se reposer des questions dans tous les sens. Quand tu crées, tu recrutes tout de suite beaucoup de monde? Non, c'était doux, quoi, entre guillemets. On était 15 au départ. Donc, ouais, quand même déjà. Ouais. Donc tout de suite, tu t'as recruté quoi? C'est des devs, j'imagine? Ouais, des devs. En fait, le truc complexe dans ce qu'on fait, c'est qu'il faut être agréé, il faut avoir un core banking, il faut être connecté à Swift. Il y a beaucoup de choses très techniques derrière. Donc juste pour exister, en fait, tu as une grosse épreuve, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui se lancerait en freelance et qui, day one, peut faire une facture et servir, quoi. Non, ouais, tu as une barrière à l'entrée qui est assez pénible et assez longue. Une fois que c'est fait, après, il faut se dire, est-ce que ton produit va vraiment plaire? Est-ce que tu vas avoir des clients? Donc après, tu as une deuxième phase où tu as des vendeurs et il faut que ça marche aussi avec les vendeurs. Et toi, ça te vient d'où dans ton histoire, ce côté fonceur qui, malgré la difficulté, continue? Tu vois, Marc Simoncini me disait que lui, clairement, il y a des moments de son histoire d'enfance qui ont créé ce truc un peu de guerrier. C'est quand même un pattern régulier. C'est quoi, toi, d'où ça vient, ce truc de je peux quitter la vie de banquier hyper stable et à un moment donné me mettre quand même dans une situation qui est quand même bien chaotique de devoir créer une banque de zéro, quoi. Ça te vient d'où, en fait? En fait, je sais pas, c'est juste hyper rationnel, en fait. Donc moi, je trouve pas ça spécial. Parce qu'en fait, quand tu y penses, tu vois, on n'a qu'une vie, elle est relativement courte. T'as envie de faire un truc cool dans ta vie, quoi. Donc, mais même déjà ça devient d'où? À partir de quel âge tu t'es dit, en fait, je vais faire un truc cool de ma vie? Tu vois, je discutais tout à l'heure avec le fondateur de Brix, donc c'est une boîte, je sais pas si tu vois, dans l'immobilier, et il me disait que là, il venait de lire un livre de Ryan Holiday, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il parle de la philosophie stoïque, mais appliquée, on va dire, à la vie moderne. Donc il prend plein d'exemples de militaires, d'entrepreneurs, etc. Bref. Il l'a donné à plein de ses potes parce qu'il est d'un univers de la pharmacie. La réaction, c'était beaucoup en fait du rejet, tu vois, parce qu'il y a ce côté qu'est-ce que tu me racontes, changer sa vie, se créer une vie de ouf. Et moi, en fait, ma vie, elle me va très bien. Je suis pharmacien, qui est un peu l'équivalent, on pourrait dire, de je suis banquier. Ouais. Et donc, tu vois, c'était intéressant parce que en l'écoutant là, il y a 2 heures, je me disais waouh, c'est dingue le nombre de personnes qui, pour le coup, intellectuellement, il n'y a pas de problème, ils sont câblés, mais ils refusent cette idée de j'ai qu'une vie, je peux en faire un truc de ouf. Toi, ça te vient d'où, en fait? Comment ça se fait que c'est présent chez toi?
Je sais pas, mais je suis assez d'accord. En tous les cas, je suis d'accord d'un truc, c'est quoi? Je n'aurais pas pu être pharmacien, avocat, ou je sais pas, quelque chose qui va pas évoluer, ou que tu peux réussir. Mais donc, je pense que c'est une question de personnalité. Donc, je sais pas vraiment, enfin, du moins, j'ai pas d'explication, mais. Je veux dire, tes parents, j'en sais rien, par exemple, ton père, il était Jordan, par exemple, tu vois que son père, il était très compétitif avec lui. Enfin, Ouais. t'as c'est marrant, beaucoup d'hommes entrepreneurs, c'est une forme de revanche vis-à-vis du père. Ça se crée comment ce truc de j'ai qu'une vie, quoi. Dans ce cas-là, peut-être il y a un truc, c'est que j'étais enfant unique. Donc enfant unique, t'as pas mal de pression quand même. En fait, il y a que toi dans la famille. Et c'est vrai que j'ai un père qui était assez successful, que j'admirais, quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de faire mieux que lui. Mais il a toujours été hyper cool avec moi, hein. C'est vrai que c'est un peu une envie d'essayer de faire mieux, quoi. Mais je sais pas si c'est un moteur en soi, mais c'est quelque chose, ouais, qui peut-être m'a poussé. Et lui, du coup, au quotidien, il est. Par exemple, moi, je suis enfant unique. J'ai eu un père qui, par exemple, me laissait pas gagner quand je jouais au tennis, par exemple, ou quand on faisait de la marche ou des trucs comme ça. Donc ça a créé des fois ce truc de putain, fait chier. Pourquoi j'arrive pas à gagner. Du coup, c'était quelque chose de similaire. De vouloir le battre. Enfin, j'essaie de me projeter, hein. C'était comment pour toi? Ouais, je sais pas, franchement, c'est pas vraiment vouloir le battre, tu vois. Non, mais bien sûr, quand je dis le battre, c'est pas dans le sens, je peux pas dire mauvais du terme, ouais. Hein, c'est plus dans le sens jeu, hein, tu vois. Ouais. Non, je pense que, en fait, il m'a montré c'était possible d'entreprendre et de faire des choses intéressantes en entreprenant. Il m'a montré aussi que je pouvais potentiellement, que je sentais que je pouvais peut-être faire mieux, tu vois, donc c'était plus jouable. C'est lui qui m'a un peu ouvert la voie. Il te l'a montré comment? Il me l'a montré juste par l'exemple, tu vois. Mon premier job, j'ai bossé un peu avec lui, tu vois. Mon père, c'était un homme d'affaires, quoi. Donc il était banquier, puis après il a acheté des business, et par exemple il a acheté un business à un moment donné qui était une boîte qui faisait des dessins animés et qui avait tous les droits sur les dessins animés des années 80 du Club Dorothée, qui sont les Albator, Capitaine Flamme, Candy. Voilà, c'est une boîte qui s'appelait IDDH, qui est très connue pour les fans de dessins animés, de manga. Et il a acheté au tribunal de commerce, sa boîte était en faillite. Pour 1 euro, pour 1 euro, voilà. Parce qu'il connaissait le fondateur d'avant, et c'est comme ça qu'il a pu acheter le truc et tout, machin. Et il se retrouve avec ça, et il sait pas quoi en faire, quoi. Et moi, je suis étudiant à ce moment-là, il me dit, bah vas-y, viens, j'ai un job pour toi, il faut que tu vendes. Tu redresses une boîte. Ouais, exactement. Il faut que tu redresses sa boîte, et il faut que tu revendes les droits à des télés, les droits de ces dessins animés qu'il a rachetés. Et donc, tu vois, et voilà, il me dit, voilà, vas-y. Donc, tu vois, ça m'a hyper excité. Mais j'ai été nul, par contre, tu vois, genre, je suis complètement planté, quoi. Je captais rien. C'était hyper compliqué parce que la boîte était en faillite quand même, donc c'était un peu une bouse quand même, le truc. Donc, in fine, le vrai truc qui restait vraiment dans la boîte, c'était les droits musicaux des chansons, qui avaient beaucoup de valeur, en fait, parce qu'il y avait plein de compiles qui étaient faites à l'époque. Donc, du coup, j'ai pu revendre ces droits-là, mais j'y arrivais pas, tu vois. Je galérais, j'étais tout seul, mais ça m'a montré que on pouvait faire une boîte, tu vois, qu'il suffisait d'acheter une boîte à un tribunal de commerce, et qu'après prendre ton téléphone et appeler à des gens que tu connais pas pour leur vendre des droits. Mais je me souviens, j'avais des discussions lunaires avec des gens, enfin tu vois, quand t'as 20 ans et que tu parles à des spécialistes d'un secteur et toi tu connais rien, tu leur dis voilà, j'ai les droits d'Albator, voilà, c'est moi maintenant, enfin c'est cette société, c'est nous, et voilà, est-ce que vous voulez passer du Albator, tu sais même pas à qui tu parles, pourquoi, comment, enfin tu vois, il faut et qu'il y a personne qui t'explique rien. Mais tu vois, ça c'est très intéressant parce que je vois tellement de gens dans mon audience qui pourraient se dire putain, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de foirer. Comment tu le gères, quoi? C'est quoi ton je sais pas comment dire, ta musique intérieure pour être ok dans une certaine mesure au fait que tu vas appeler, tu vas peut-être être ridicule. Mais ça, je pense qu'on n'est jamais ridicule en appelant ça.
tu dois tu sais, je sais que tu le sais ça aussi, c'est le truc de base. Moi, tous les business aussi, et tous les trucs que j'ai réussi à faire, c'est en prenant mon téléphone et en appelant des gens que j'aurais pas dû appeler, soi-disant. Il n'y a pas une anecdote d'ailleurs où tu vas à New York ou, Ouais, si, ouais, par exemple, tu vois, voilà. Vas-y, raconte ça. Donc, non, à New York, je suis en vacances à New York, c'était en 2004, et je suis en vacances avec ma copine et tout, et des copains, et on se balade dans Wall Street, et je vois une pancarte en bas d'un building, c'est marqué FXCM, et qui était le leader du courtage de devises pour les particuliers à l'époque. C'était la première boîte qui se lançait, qui existait, c'était lancé en 2001. Qui existait sur ça, quoi. Et ma première boîte, c'était ça en France, quoi. C'était Cambist, c'est ça, et Saxo Bank, c'était ce business-là aussi. Donc, mais donc, je vois ça, et je dis, putain, en fait, c'est génial. Je sais que ça existe aux États-Unis, il faudrait l'importer en France, quoi. Mais donc, en gros, je rentre dans le building. Tout de suite, ouais, comme ça, tu vois, c'est les meilleures vacances que tu peux passer. Le fait, visiter des musées, c'est sympa, mais en fait, tu vois une boîte cool et tout, t'as envie de la visiter aussi, quoi. Donc à Wall Street en plus, tu vois, quand t'aimes bien tout cet univers-là, t'es à Wall Street, tu vois la boîte que t'aimes bien, que tu connais un peu, que tu sais que pas trop de gens connaissent, enfin à ce moment-là, donc tu te dis il y a une opportunité. Donc je rentre dans le building et il y avait un truc en bas, je leur dis je vais aller voir FXCM. Le mec il me regarde, vous avez rendez-vous? Je dis oui, j'ai rendez-vous. Et je me prends l'ascenseur et j'arrive à une autre réception. Et à la réception, la fille, elle me regarde, elle me fait je comprends rien de ce que je dis. Je parle avec un énorme accent français et tout. Elle me dit, oh là là, c'est quoi ça? Elle me dit, attends, je t'appelle un gars. Et en fait, il y avait un Français qui travaillait chez FXCM qui s'appelait Frenchy. Et donc, elle appelle ce gars-là en disant, regarde, il y a un mec on ne sait pas ce qu'il veut. Donc, voilà. donc, le mec qui arrive. Et elle me dit, ah ouais, putain. Et on s'entend hyper bien. Il me dit, ah, c'est cool, t'es français, t'aimes ce business. Bah écoute, nous, on veut aller en Europe. Il y a une super opportunité en Europe et en France. Alors, moi, je dis, moi, je fais du trading à Londres. Donc, je comprends parfaitement ce que tu fais. Ce que fait FXM. Donc, je peut-être la bonne personne pour développer le truc en Europe, alors que je connaissais rien, quoi. Et il me dit, ah génial, ah, attends, mais si tu veux, il y a Drew Nive, le fondateur, qui est là-bas. Donc il m'emmène dans le bureau. T'es stressé, toi, ou pas? Non, franchement, je captais rien. Au contraire, j'étais hyper à l'aise parce que justement, il y avait ce gars Frenchy qui était cool, quoi. Tu vois, à l'américaine. Il était français, donc c'était cool, quoi. Il me reçoit vraiment bien, tu vois, genre, sans complexe, il se pose même pas la question pourquoi j'étais là, en fait. Mais toi, là, quand t'es en train de marcher dans l'open space pour rejoindre le fondateur, tu pourrais très bien te dire, je vais me ridiculiser devant... Si, ouais, je suis un peu stressé parce que là, en plus, t'es au 30e étage et tu vois la vue sur New York, tu dis, waouh, ouais, t'es dans un scène de film. Là, on est dans Wall Street, quoi, genre, et il y a une vraie dealing room, en plus, la dealing room d'FXM, c'est un peu une dealing room de cow-boy, quoi, genre vraiment avec des écrans partout, branchés partout, des mecs habillés style, quoi, enfin, tu vois, pas en costard, c'est pas une dealing room de banque d'affaires, quoi, c'est vraiment c'est Loot Wall Street un petit peu. C'est Loot Wall Street, et moi, j'étais un petit Frenchie, tu vois, qui connaissait rien, quoi, donc là, ouais, je stresse un peu. Mais quand tu marches, du coup, je sais pas, t'as une méthode pour pitcher, tu te prépares comment dans ces quelques mètres pour aller... tu te dis quoi, en fait? Rien, je dis cash, je dis c'est génial, ce business, je veux faire la même chose en France. Je suis sûr que je peux vous aider à le faire, tu vois. Et le mec me dit, ouais, bah écoute, super bonne idée. Go. Go. Genre, voilà. Et ils avaient rien à perdre, c'était vraiment à l'américaine aussi. Les Américains, c'est assez fou comment... Les portes peuvent s'ouvrir très vite. Ouais, ils les referment aussi très vite, mais en tout cas, ils sont très ouverts, quoi. Ouais. Des petites questions rapides, réponses rapides. Quel mauvais conseil on donne selon toi aux entrepreneurs? Trop souvent. C'est d'être trop formaté. Par exemple, tu vois, je vois pour les levées de fonds, maintenant toutes les levées de fonds se ressemblent. Enfin, tous les pitchs, tous les decks sont les mêmes. Et je trouve qu'on a des gens qui sont trop formatés souvent en face de nous. Et c'est pas bien, il faut être un peu plus naturel. Donc s'autoriser à sortir du rang un petit peu. Ouais. Et sinon, dans les conseils qu'on donne pas, mais qu'il faut absolument donner, il faut travailler comme un fou, en fait. C'est le truc principal. C'est que c'est ça le truc. Que c'est pas un lifestyle entrepreneur, quoi. C'est que ça va être hyper dur, mais très très dur. Il faudra être hyper résilient, que ça va pas être marrant, et que si jamais on fait ça en pensant prendre du plaisir, en fait, il faut pas le faire.
Mais c'est quoi du coup, toi, t'as raison de le faire? Pourquoi tu fais tout ça? Parce que moi, je prends du plaisir, mais il faut être sûr que tu vas prendre du plaisir en le faisant, tu vois. Donc, Faut être sûr que ce type de galère, ça te plaise, quoi. oui, voilà, il faut être sûr de ça. Il faut être un peu sadomaso, quoi. Enfin, tu vois, donc... Et c'est quoi, toi, ton ambition, le truc un peu... Enfin, dans 10 ans ou dans 20 ans, t'as envie de te dire quoi, en fait? Bah, tu vois, déjà... T'as un shift, c'est genre vendre une boîte à 1 milliard. C'est quoi le symbole pour toi d'un truc fou dans les prochaines années? Le truc fou, mais qui est objectivement pas fou, parce que aussi, tu vois, au plus t'avances dans le plus ça paraît dans le réel. business, au plus, voilà, exactement. Si tu vois, c'est que des marches, tu passes d'une marche à une autre, et à chaque fois, tu te dis, waouh, tu te retournes, tu dis, waouh, on a réussi un truc. Et là, tu vois, je me dis qu'il y a encore quelques marches, et on peut faire le leader mondial de ce business, quoi. Donc, tu vois, tu parlais de Wise et Revolut, je pense qu'on peut être bien meilleur que ces boîtes-là sur du paiement à l'international pour les entreprises, et qu'on peut être le numéro 1 dans le monde. On peut être le numéro 1 en Europe, genre dans les 2 ans, et on peut être le numéro 1 dans le monde dans les 6-7 ans. Et c'est ça qui m'excite. Et je sens que c'est faisable. Donc là, encore une fois, si jamais on le fait pas, et que je savais qu'on pouvait le faire... Mais ça se matérialise comment être numéro 1? C'est un chiffre d'affaires, c'est des parts de marché, c'est... Ouais, c'est avoir le meilleur produit, et que ça soit un no-brainer. Tu vois, tout de suite, tu avais en tête Wise. Si tu es un particulier aujourd'hui, en fait, tu n'utilises plus jamais ta banque. Mais il y a 10 ans, tu utilisais que ta banque, en fait. C'est genre le go-to place. Voilà, c'est genre... il faut que IBAN First, ça soit la société. Tu te dis, tu es une boîte, tu commences à faire l'international, bah, c'est un no-brainer. Tu utilises IBAN First, tu vois. Et ça, c'est en train de le devenir. Mais surtout... Et quand tu as réalisé ça, c'est quoi la suite? Je pense qu'il y aura encore d'autres trucs à faire, tu vois. Mais déjà, réaliser ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment... tu vois, on a une croissance aujourd'hui, genre 70%. Cette année, on va faire plus de 50 millions d'euros. Donc, tu vois, l'année prochaine, on va faire au moins 75 millions d'euros, tu vois, de revenus. Donc, si jamais on fait une petite acquisition, tu vois, tu fais des trucs, tu fais une petite acquisition qui va bien, en plus des 75 millions d'euros, tu fais assez vite, allez, 125, 130 millions d'euros de revenus. Une fois que tu as 130 millions d'euros de revenus, tu peux à nouveau faire... Ça, je parle que de l'Europe. Tu vois. Tu peux faire une autre acquisition, par exemple, aux US, qui te permet, ainsi de suite, de grossir le truc. T'aimerais être une boîte mondiale? Ouais. Moi, enfin, déjà, une boîte européenne, ce qu'on est aujourd'hui, ça, c'est un des trucs dont je suis fier et que j'adore. C'est d'avoir des bureaux à Milan, des gars à Rotterdam, et qu'on travaille tous ensemble. Je trouve ça génial, quoi. Non, c'est clair, c'est transpirant. Un truc qui te met en colère, c'est quoi? Je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent me mettre en colère, mais je sais pas. Non, les gens... Ou un truc qui t'agace, un truc... Ouais, je te dis, les trucs qui m'agacent, j'essaie de trouver des solutions, quoi. Et les trucs qui m'agacent, in fine, ça donne des idées de business, quoi. Donc les trucs qui m'agacent, in fine, je sais qu'ils vont pouvoir me servir à quelque chose. Donc j'aime bien les trucs qui m'agacent. Ou un comportement qui t'agace. Tiens, je peux te donner une autre anecdote. Tu vois, par exemple, dans les trucs qui m'agacent, c'est les mots de passe, tu vois, et se connecter, perdre du temps à remplir des formulaires. Ouais, c'est relou, ouais. C'est relou. Et donc, du coup, j'ai voulu créer une boîte qui réglait ce problème. Et j'ai commencé à la créer. C'était au moment où j'ai créé IBAN First. Et en fait, à ce moment-là, il y a une autre boîte qui s'appelait Dashlane qui se lançait. Et j'ai eu accès à la version alpha de Dashlane. Et j'ai vu que c'était 10 fois mieux que ce que je commençais à faire moi de ma boîte. Donc du coup, j'ai appelé Bernard Liotto qui était le fondateur de Dashlane, et je lui ai dit je veux investir, tu vois, dès le départ dans ta boîte. J'adore ce truc, et je pourrais... Donc t'as vraiment investi early stage? Ouais, j'ai investi au jour 1 non pas jour 1 parce qu'il y avait déjà cette version début dans Dashlane. Donc tu vois, d'une méga frustration des mots de passe, c'est devenu un super investissement avec un Dashlane. Donc du coup, tu vois, les frustrations qui m'énervent, j'essaye... C'est rentable. C'est rentable, ouais, exactement, c'est rentable. Ça, ouais, voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui te rend bizarre? Je pense qu'il y a des trucs, je vais trop vite au résultat. Il y a des trucs qu'on me reproche, que je veux imposer des choses, mais sans essayer de faire la démonstration à d'autres personnes en me disant j'ai pas besoin de faire la démonstration. C'est évident. C'est évident. Mais en fait, c'est pas tout le temps évident. Et parfois, j'ai une mentalité assez... je pense peut-être pas assez, ce qui peut pas paraître bizarre, communicant. quoi. Ouais, et du coup, je peux être bizarre. Je suis original, quoi. T'as un modèle du monde et tu vois pas que l'autre le voit pas ce que toi tu vois, quoi. Ouais, donc il faut que je fasse des efforts par rapport à ça. Ouais.
Quel est un des meilleurs investissements que tu aies fait? Petit ou gros? Meilleur, écoute, c'est simple. J'en ai deux, Vas-y. on va dire. Il y en a un, c'est j'ai acheté des Banksy en 2005. Des Banksy. C'est quoi? C'est un artiste qui fait des graphes. Ok. Et qui est assez connu parce que c'est un artiste qui s'est vendu, je sais pas, au top maintenant ça a rebaissé un peu, mais je sais pas, ça valait. Il y a des offres qui valaient 10 millions d'euros. Putain. Enfin, c'est un des artistes qui a pris le plus de valeur le plus vite. Donc, tu sais, je sais pas si ça dit quelque chose, mais il y avait une vente aux enchères chez Sotheby's avec une offre qui s'est autodétruite au moment où les gens l'ont acheté. Donc, il avait mis dans... donc, c'était un Banksy, mais comme il est contre le capitalisme... Ce qui est quand même énorme pour quelqu'un qui vend des œuvres. Exactement, il est vachement... Il est un peu tordu. Et en fait, son œuvre se détruit. S'auto-détruit au moment où elle était adjugée, genre à 5 millions d'euros. Il y a un truc qui s'est mis à tourner. Et, elle brûle? Non, elle brûle pas. Elle se fait déchiqueter. Un broyeur, ouais, il y a un broyeur, exactement. Le truc très fort, c'est que le mec qui l'a acheté, en fait, il l'a revendu. Non, il l'a revendu 1 an après. Avec l'œuvre à moitié descendue, parce qu'elle s'est arrêtée, il y a le mec de la vente aux enchères qui a arrêté le système, et avec la moitié l'œuvre déchiquetée et l'autre moitié non déchiquetée, et il a vendu 3 fois le prix. Toi, t'as acheté à quel moment du coup quand il était pas connu, personne ne le connaissait. C'est beau. Et tout. Ouais, et genre t'aimais, c'est plus en mode investisseur ou en mode non, c'est parce que j'aimais, j'adorais. C'était, il faisait des tags dans la City à Londres, je travaillais dans la City et je passais devant les trucs, j'ai fait des recherches, je l'ai rencontré, ce que personne n'a fait aussi, les gens on rencontre pas, on sait pas, personne connaît son visage, mais moi j'ai pu le rencontrer à ce moment-là parce qu'à l'époque il n'était pas connu. Et en gros, mon long story short, je lui ai acheté des trucs 2000 pounds, tu vois, et qui valent plutôt genre 1 million an, quoi. Donc ça, c'est un bon investissement. C'est beau. Ouais. Et mais je l'ai pas fait pour ça, tu vois, parce qu'en fait c'est ça que j'aime bien dans cette histoire aussi, c'est que. Et tu les gardes du coup? Ouais, bien sûr, je les garde. En fait, il y a un Banksy que j'ai revendu en 2007. Parce que j'avais besoin d'argent quand je créais Canvist et que j'ai revendu 25 000 pounds. Et d'ailleurs, c'est le deuxième Banksy qui est passé en vente aux enchères ever. Et j'étais hyper content. Donc j'ai fait une fête incroyable parce que j'ai vendu 25 000 pounds en Banksy de 2 000 pounds. Et il s'est revendu, genre 1 an après, 180 000 pounds. Donc j'étais dégoûté. Ça, c'est d'ailleurs très drôle en psychologie, hein, de voir comment on apprécie quelque chose en fonction d'un contraste, quoi. Bah ouais. Parce que si tu étais revendu à 12 derrière, t'aurais dit putain, 25 000, j'ai le roi du monde. Et en fait, donc le même, le mien, il est repassé à Hong Kong l'hiver dernier et je l'ai racheté. Tu l'as racheté à combien du coup? 500. Waouh. Ouais. Donc, pourquoi tu l'as racheté? Parce que tu l'as dedans ou c'est la symbolique? Non, parce que c'est la symbolique. J'étais hyper content d'avoir eu l'idée d'acheter un Banksy à 2000 pounds alors que personne captait rien à Banksy. Tu vois, avoir été visionnaire à ce moment-là, donc ça j'étais content et je suis hyper content maintenant de pouvoir me racheter un Banksy qui est en vente à Hong Kong et qui était le mien, tu vois, donc du départ. Et tu lui as écrit pour lui dire tu lui as racheté ou Non, mais non, parce que ils s'en fichent, non. Et là tu le fais en pensant pareil, avoir un peu un côté visionnaire que il va continuer à prendre en valeur? Non, là c'est pour mon histoire à moi, ça me raconte quand j'étais dans la City, que j'avais vu ces Banksy, c'est juste pour, je le garderai toujours, quoi. Je suis content d'avoir ça, je le vois, je l'ai mis à un endroit où je le vois tout le temps et je suis hyper content de... Et ça symbolise quoi, le fait que... Il symbolise ça serait quoi le message derrière ce... Mais le message, c'est que tout est possible, tu vois, qu'il y a des hauts, il y a des bas, qu'il ne faut pas hésiter. Tu vois, par exemple, ces Banksy que j'ai acheté à 2000 pounds, je me souviens, j'avais 25 ans, hein, et j'avais appelé ma maman. Et je lui ai dit, tu crois que... Parce qu'elle s'intéresse à l'art et tout. Et je lui dis, je vais acheter des tableaux à 2000 pounds, je vais en acheter pour 10 000 pounds. C'était beaucoup d'argent pour moi, j'ai dépensé tout mon argent dedans. Et ma mère dit, il faut vraiment que t'aimes. Hein. Si t'aimes vraiment, c'est bien. Et de toute façon, c'est ça qui compte, c'est que t'aimes. Mais tu vois, au moins, tu les auras chez toi, voilà, tu seras content. Donc, c'était juste, si t'as une conviction sur un truc, il faut aller au bout, quoi. C'est plus aussi une histoire de conviction. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça aussi. Va au bout de tes convictions. Voilà, c'est un peu ça. Il faut aller au bout des convictions, quoi. Trop bien. 2 dernières questions. Si tu pouvais manger avec n'importe qui, vivant ou décédé, et passer un moment au restaurant, t'inviterais qui? Quelqu'un de connu ou... Qui tu veux. Écoute, je pense que moi, il y a quelqu'un avec qui
que j'aimais beaucoup, qui était le chairman de mon board, qui était mon mentor auparavant, et qui est décédé brutalement l'année dernière. Donc j'aimerais bien déjeuner avec lui, comme j'ai déjà fait pas mal de fois. C'est quelqu'un qui s'appelle Denis Malamatinas. Et tu lui parlerais de quoi? Je lui parlerai de la vie en général, parce qu'il m'a toujours été de très bons conseils sur les choses de la vie en général. Tu veux dire plus de manière presque philosophique? Ouais, c'est comment être heureux avec sa famille. C'est quoi s'il y avait une leçon que tu as retirée de lui? C'est prendre du recul sur les choses, être calme. J'étais toujours un peu agité comparé à lui, quoi. Lui, très posé. Il se faisait pas de soucis, quoi, sur les choses. Et donc tu l'utilises des fois en image mentale de soit comme lui? Ouais, très très souvent, ouais, exactement. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas de figure, dans ma situation. Donc, il serait calme. Ouais, il serait calme, voilà, exactement. Il serait pas énervé, voilà. Et en effet, parfois tu dors sur des trucs et tu oublies complètement la raison pour laquelle t'étais agacé ou que tu voulais résoudre un truc la veille, et en fait, d'un seul coup, il est résolu juste parce que t'as dormi, en fait. C'est clair, ça c'est un truc de malade. Hein. Et d'ailleurs, c'est même prouvé, il y a un super livre qui s'appelle Why We Sleep, Pourquoi on dort, et qui montre chacun des cycles dans le sommeil, leur vertu et leur rôle. Et par exemple, entre autres, les rêves, il y a plusieurs missions au rêve, donc ça s'appelle Rapid Eye Movement, donc c'est quand tes yeux bougent rapidement. Une des missions, c'est de construire presque des réalités virtuelles. C'est comme si ton cerveau, il essayait de... Même un cauchemar, ça c'est ça, hein, c'est simuler des choses pour apprendre. C'est-à-dire qu'au lieu de... C'est un peu comme si je mettais mon casque de réalité augmentée ou virtuelle pour tester des trucs et apprendre. Et l'autre chose, c'est que... alors je confonds peut-être si c'est le sommeil profond. Le sommeil profond, mais en tout cas, il me semble que ça cristallise aussi la mémoire. T'as le paradoxal. Alors, tu connais ça, le Whoop? C'est comme la bague. Là, ouais. Et c'est canon. Ça, du coup... ils te mettent les différents cycles que les t'as. différents cycles, et tu sais, en fonction des cycles aussi, si t'es en forme en gros, quoi, ou pas, quoi. Moi je sais que si j'ai fait 3 heures de bons cycles dans la nuit, théoriquement je vais passer une bonne journée, quoi. Mais si jamais j'ai en dessous des 3 heures, je vais peut-être être un peu plus tendu, quoi. Mais lis Why We Sleep, parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'ils font des trucs où ils réveillent les gens pendant la nuit à différents moments pour voir ce que ça impacte. Par exemple, le sommeil profond, c'est vraiment la récupération. Mais les rêves, justement, ils font des tests où ils réveillent la personne du rêve, et là, pendant X nombre de secondes, elle a un test à faire, et ils se rendent compte que juste à la sortie du rêve, t'es dans un espace créatif auquel t'as pas accès à d'autres moments. Et que justement, tu fais... Donc je crois que c'est ça, d'ailleurs, les rêves, ça participe à la créativité, ça fait faire des connexions qui sont pas classiques, et c'est donc pour ça, c'est ça. C'est donc pour ça que tu vas te réveiller après un rêve, avec des problèmes résolus. Ah oui, c'est bon, je me souviens maintenant. Ils font faire des... Ils posent un problème la nuit, avant de se coucher, et ils ont 2 groupes. Le groupe qui fait le problème à 8h du matin et doit s'y remettre à 20h, donc il s'est écoulé 12 heures, et le groupe qui s'y met à 20h, a une nuit, et s'y remet à 8h. Et ceux qui ont eu la nuit entre les deux et qui ont eu les rêves, ils sont beaucoup plus en capacité de résoudre le problème. Mais moi, ça m'arrive tout le temps aussi de me réveiller la nuit et de pas réussir à dormir, du coup, et de résoudre des trucs. Mais de ouf, en fait. Mais tout le temps. Mais c'est chiant parce que maintenant, je suis même arrivé à une phase où je me demande s'il faudrait pas que je fasse 2 nuits, quoi. Enfin, tu vois, je me couche, je me réveille pendant 2 heures, et que ces 2 heures, je les utilise à fond, en fait. Et qu'après, je me recouche. Entre deux. Ouais. Parce qu'en fait, mais sinon j'ai un petit papier à côté, sur la table de nuit avec un stylo, parce que j'ai pas envie d'avoir la lumière du téléphone, mais j'écris tout le temps des trucs, et à chaque fois, mais j'ai des eureka moments ou des trucs de dingue, quoi. Donc ouais, ça j'y crois à mort, ça marche hyper bien. Trop bien. Dernière question, si tu pouvais passer un message à des millions de gens, peu importe la forme, ça peut être en l'écrivant sur un panneau 3x4, il est diffusé partout, ça peut être une lettre que chacun reçoit. Tu marquerais quoi sur ce mot, sur cette pancarte? Moi, je pense que un truc vraiment niais, c'est genre soyez heureux, quoi. Genre, tu vois, c'est un peu ça l'objectif de la vie pour tout le monde. Et tu penses que le meilleur moyen d'être heureux, ça serait quoi s'il y avait un truc
que tu aimerais inviter les gens à considérer? Il faut se réaliser, il faut être soi-même. Donc, il faut faire quelques efforts pour se réaliser, je pense. Donc, il faut faire des efforts. Il ne faut pas choisir la voie la plus simple à chaque fois. Parfois, il faut un peu se casser la tête. Et c'est en se cassant la tête et en résolvant des problèmes que c'est satisfaisant. Si tu arrives à être satisfait de toi-même, tu arrives à être heureux. Donc, c'est se casser un peu la tête, du coup. Et c'est trouver un domaine où se réaliser, quoi. Trouver des problèmes qui t'éclatent de résoudre, quoi. Voilà, exactement. Ouais, tu l'as bien dit. Ouais. Trop bien, franchement Ouais. c'était trop cool, merci beaucoup. Merci à toi, super cool aussi, ouais. Merci.